France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver en ce lundi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ensoleillé et ça se poursuit évidemment et tant mieux, c'est pas pour nous déplaire, j'espère que vous allez tous bien en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec bien entendu bien vos appels. On va débattre aujourd'hui sur tous les sujets et notamment Israël et ça y est, c'en est terminé avec Bibi Netanyahou, bye bye, mais évidemment, est-ce pour autant la fin du cauchemar pour les Palestiniens? C'est la question qu'on pourra éventuellement se poser. Mila, qui sort encore une fois de son silence, elle était l'invitée de 7 à 8 hier sur TF1 et elle s'en prend ouvertement à la France, dénonce la lâcheté de la France. On y reviendra avec vous bien entendu. Invité, on va parler de boycott avec Imen, membre de BDS. Ça sera l'occasion aussi de lui parler du trophée des champions, vous savez, qui oppose chaque année le gagnant du championnat de France de football et le gagnant de la Coupe de France de football. Et bien ce trophée des champions se déroulera cette année à Tel Aviv. Et BDS qui fait pression auprès de deux équipes pour essayer de faire annuler ce trophée des champions, du moins concernant le lieu géographique. Et puis on parlera évidemment des départementales, ça y est, c'est la dernière semaine départementale en Seine-Saint-Denis avec notre invité Ricardo Coronado qui sera notre invité tout à l'heure, et à cette occasion Karim Alouache qui est habitant de Bondy sera avec nous et nous rejoindra parce qu'il a peut-être des petites questions à lui poser. Voilà, donc il sera avec nous tout à l'heure. Aujourd'hui, pour nous accompagner, Sabrina Nouri. Comment ça va, ma Sabrina? Écoute, ça va très très bien, et toi? Ouais, bah oui, ça va très bien. Dernière semaine de campagne, ça y est? C'est la dernière ligne droite. Ouais. C'est la dernière ligne droite, on donne tout. On donne tout, il y avait beaucoup de monde à Montreuil hier. Écoute, on était plus de 1000 personnes sur la place Jean Jaurès à Montreuil. C'était un excellent meeting, tant sur la forme que sur le fond. Franchement, on est ravis. Ça nous a donné la pêche pour la dernière semaine. Et on rappelle que Sabrina Nouri est candidate au régional, donc pour la France Insoumise, dans le 91 chez moi, évidemment. Gamal Amina, ça va mon ami Gamal? Ça va très bien et toi? Impeccable. Bon, tout va bien? Bah, comme d'habitude, il fait beau. Ah, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, magnifique. C'est clair. Voilà. Allez, c'est parti pour le quiz, les amis, on y va. Le quiz. Hop, mes petites questions, elles sont là. Alors, ça s'est déroulé un 14 juin, ça tombe bien, nous y sommes. Question histoire, les amis. Quel président français est assassiné à Lyon par un anarchiste en 1894? Un anarchiste? Ouais. Auriol, peut-être? Non. C'est pas Poincaré, c'est non. Pas... Alors là, j'en ai aucune idée. Un président. Un président qui fut assassiné par un anarchiste en 1894. Alors là, très bonne question. 1894. Oui, c'est ça, voilà. Ça, c'est les cours d'histoire. Ah, ça c'est vieux, ça pour moi. Ah oui, mais c'est vieux quoi. J'étais pas né. Puis j'ai pas de connexion internet. Ah bah non, bah attends, on triche pas ici, Sabrina, voyons. Voyons. Attends, il y a peut-être un auditeur. Non, je pensais qu'il y avait un auditeur qui avait la réponse. Bon. On a beau réviser avant de venir, tu nous coinces toujours. Ah bah oui, c'est ça le principe. Ouais. Évidemment. C'est le killer. C'est Ricardo. Ah, c'est Ricardo. Bah oui. La fameuse place Carnot là. Ouais, c'est ça. Deuxième question. Charles Pasqua et Philippe de Villiers ont créé un parti en 1999. Est-ce que vous vous rappelez du nom? Ouais, mais ça fait longtemps. En 99, c'était le Parti pour la France, non? Exactement. Rassemblement pour la France. RPF. Exactement. Bon, c'était presque ça. Ouais, d'accord. Je cherche à présent un médecin, psychiatre, neurologue et neuropathologiste, lié d'ailleurs à la maladie dont il décrit pour la première fois les symptômes en 1906. C'est pas Alzheimer? De la maladie qui porte son nom, effectivement. Il est né en 1864 en Allemagne. Alzheimer. Bonne réponse, Gamal. Merci. Je cherche à présent un révolutionnaire cubain né en 1928. Castro. Pas du tout. Alors, cubain? Ouais. En 28? Che Guevara. Che Guevara. Bonne réponse, évidemment. Comment ça, la France Insoumise, on connaît pas Che Guevara? Je comprends pas. Il est pas cubain, Che Guevara. Il est quoi alors? Il est sud-américain, il est pas cubain. Il est, je crois qu'il doit être.
Mais il est d'Amérique du Sud, mais il est pas cubain. Il est né en 1928 en Oui, tout ça cas. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais il est pas cubain, c'est sûr. Ça. Révolutionnaire cubain, c'était marqué moi. Oui, cubain parce qu'il était à Cuba, mais il n'est Bah pas voilà, cubain bon d'origine. alors, bah révolutionnaire cubain, donc à Cuba, Gamalabina. Oui, je crois qu'il devait être. Bah voilà, donc alors, Non, mais c'est Che Guevara, Voilà. il n'y a pas de problème. merci. Che. Le Che. Voilà, Che, exactement. Je cherche à présent un homme d'affaires. Il fut le 45e président des États-Unis. Il est né en 1946. Ah, Trump. Ah oui, Donald Trump. Donald Voilà. Trump Tower. Bon anniversaire, monsieur Trump. Ah oui, et bon départ. Je cherche. D'accord. Je cherche à présent un humoriste et chroniqueur radio. Il est né en 1981 et il officie tous les matins sur France Inter. Il est né à Genève. Genève. À Genève. Genève. Ouais. C'est en France, ça Oui, Ah, je connais pas. Genève, c'est près de Dijon. Ah bah. Un humoriste. Oui, humoriste Et et chroniqueur chroniqueur sur sur France Inter. France J'écoute pas la radio. Comment ça, écoutez pas la radio? Non, j'écoute que France Maghreb 2. Oui, bien sûr. Un humoriste. Guillaume de son prénom. Meurice. Ouais. Oui, Ah, ouais. voilà. Ouais, ouais. Il est très bon en plus. Il est très très bon, Ouais, absolument. excellent. Je suis déçu de pas que la France Insoumise n'a pas trouvé Guillaume Meurice, c'est honteux quand même. Oh. Ah bah non, ils ont Écoute, préféré... attends, Il est un petit peu à gauche quand même lui. Hein. Non, peu je vais pas me beaucoup, faire ouais. des ennemis. Je vais rien dire, c'est mieux. Évidemment. Alors, on en reparlera tout à l'heure de la France Insoumise, puisque évidemment notre invité sera Ricardo Coronado. Il est candidat au départemental en Seine-Saint-Denis. Et Karim Alouache qui a tenu à être là. Il est habitant de Bondy, il a peut-être des questions à lui poser. Voilà, donc il sera avec nous évidemment dans cette émission sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, avec Sabrina Nouri dans un instant. Ça y est, la fin de Netanyahou, c'est fini. D'ailleurs, ça a été célébré dans les rues hier en Israël. Beaucoup de monde pour célébrer la fin des 12 ans de règne de Netanyahou. Pour autant, est-ce la fin du cauchemar pour les Palestiniens quand on voit le nouveau Premier ministre et reprend quelques-unes de ses déclarations? Ça fait un peu flipper les amis, hein. Mais bon, on y revient dans un instant, ne bougez pas. Ne bougez pas, le grand forum revient dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et ça s'appelle le Grand Forum les amis. Tiens, quelques petites infos avant de commencer notre premier débat. On va parler de Mila dans un instant. Eh bien, le nouveau siège de La République En Marche qui a cassé la tirelire les amis, puisqu'ils viennent de s'acheter un local de 2800 mètres carrés dans le 8e. Donnez un prix d'achat. 2800 mètres carrés. Ouais, dans le 8e. 20 millions d'euros peut-être, je sais pas. Ah, un peu plus. 30 millions d'euros. 35 millions d'euros. Ouais, c'est pas étonnant, c'est les prix. Et ça va devenir le QG de campagne pour la présidentielle. Donc La République En Marche s'offre un nouveau siège dans le 8e à Paris. 2800 mètres carrés les amis. Et puis l'Algérie, le ministère de la Communication qui a annoncé que France 24 n'était plus accrédité en Algérie pour couvrir les événements. Voilà, donc suite à un traitement que l'Algérie juge pas forcément adéquat de ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc elle a retiré l'accréditation à France 24. Avec pas de réaction. Non, c'est pas une surprise, hein. C'était attendu depuis longtemps. Ouais. Et on attend toujours évidemment les résultats des élections législatives anticipées. En Algérie, ça pourrait atteindre les 96 heures après la fermeture des bureaux samedi soir, donc peut-être pas avant mercredi, jeudi. Voilà, on a peut-être des petites indications sur France Nord par exemple, où le FLN est arrivé en tête, ou serait arrivé en tête, voilà, et que le parti La Voix du Peuple de Yasmina Oumed serait deuxième. Donc voilà, ça serait peut-être donc 2 députés, parce que ça sera 2 députés dans le Nord, 2 députés dans le Sud. Voilà pour les infos, mais il faudra attendre évidemment l'ANI qui transmettra les résultats. Et pour l'instant, les bureaux sont fermés, les téléphones sont fermés, on attend tout. Voilà. Peut-être que ça peut tomber d'ici 18h, on ne sait pas. On ne sait pas. Avec l'Algérie, tout est possible. Voilà. Okay. Et puis, petite info aussi, voyage, je vous la rappelle, parce que c'est important. Le Maroc qui réouvre ses frontières à partir de demain, et la rame qui casse les prix. Ça a été annoncé. D'ailleurs, le site de la rame a sauté hier soir tellement il y avait du monde. La Royal Air Maroc, des billets à 150 € aller-retour. Bon, il faut préciser que la rame ne casse pas les prix. Le roi du Maroc a dit qu'il fallait faire des prix raisonnables. C'est donc une directive royale qui, pour le coup, il faut l'en féliciter, est formidable parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas forcément les moyens et ça relancera certainement avec les 2 millions de Marocains étrangers l'économie. Ouais. Oui, aucun rapport avec évidemment les prix exorbitants d'Air Algérie. Non, absolument pas. Comme non. Une mesure. Ah non, évidemment. Faut pas délirer quand Personne même. n'y a pensé. Jamais. Alors, on va maintenant entamer notre premier débat. On va parler de Mila. Encore une fois, j'ai envie de dire,
une fois de trop peut-être, mais parce qu'elle est sortie de son silence, invitée hier de l'émission 7 à 8 sur TF1. Pourquoi ? Parce que Mila sort un livre. Voilà, Mila ne se contente pas d'avoir insulté les musulmans, d'avoir eu des propos absolument outranciers. Mais pour autant, Mila s'en prend à la France. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview qu'elle a accordée à 7 à 8 sur TF1 hier soir. Dans votre livre, vous retranscrivez nombre de messages reçus. L'un d'eux finit par vous dire « On t'a fait prisonnière dans ton propre pays ». Bah, il a raison. Il a raison. Qui dirait le contraire ? Même quand je suis dehors, je suis en prison. Je suis en prison dans des couches de vêtements, dans des maquillages différents. On me dit, c'est pas bien, tu dois pas sortir comme ça, tu dois mettre une perruque, mets un chapeau, maintenant que j'ai les cheveux bleus. Ah oui, bah, on me demande de mettre des chapeaux. Mais je veux pas. Quand je ressemble à une mouche avec le gros manteau alors qu'il fait chaud, le masque, les lunettes de soleil, le chapeau pourri, là. Non, je suis pas inspecteur gadget, je suis une femme, je me promène dans la rue, j'ai besoin de vivre. Et voilà, c'est très difficile de sortir camouflé comme ça. Vous écrivez « Je suis abandonnée par une nation fragile et lâche ». La nation est fragile et lâche. J'ai employé ces termes et je ne mâche pas mes mots. J'étais pourtant persuadée que mon pays n'était pas comme ça. Si on se serre pas les coudes, que ce soit même la majorité silencieuse qui me soutient mais qui ne fera jamais rien, c'est des gens que j'apprécie, merci de me soutenir. Mais je vois la lâcheté partout autour de moi. Personne ne fait rien. Parce que les gens ont peur. C'est pas une question de... J'aurais jamais la prétention de dire que je suis plus courageuse que les autres, que je suis plus forte, plus puissante que quelqu'un d'autre, parce que c'est pas le cas. Oui, je suis vue comme un symbole parce que j'ai pas peur, je continue de m'exprimer comme bon me semble, et qu'on me mette un couteau sous la gorge, je m'arrêterai jamais de parler. En revanche, je reste quand même... je reste une jeune femme qui sait même pas quoi penser de son avenir alors qu'il est. Moi, quand on me demande tu te vois comment dans 5 ans, dans 10 ans, ou tu te vois comment dans 5 ans, bah je me vois peut-être grande brûlée, peut-être avec une jambe arrachée, ou peut-être morte. Peut-être que je serai morte dans 5 ans. Je vais forcément pas rester en vie. Et je vous dis ça dans le plus grand des calmes. Et je sais que c'est pas normal, j'arrive encore à me le dire. Voilà, extrait de l'interview accordée sur TF1 par la jeune fille Mila. On se souvient évidemment tous de ses propos qui avaient fait réagir bien sûr. Et vous savez que ça tombe en plein procès de ces harceleurs qui l'ont harcelé donc, sur les réseaux sociaux. Menaces de mort évidemment. Pour le coup, donc Mila continue de faire parler d'elle parce qu'elle sort un livre. Est-ce qu'il est peut-être pas le temps, peut-être, je sais pas, elle a pas des gens autour d'elle qui lui veulent pas du bien en lui disant ça serait peut-être temps de se faire un petit peu oublier, de se taire un peu. Et ben non, elle en rajoute une couche avec ce livre. Enfin, je vous pose la question, comment vous voyez cette affaire, cher Gamal ? Je trouve ça hallucinant, une gamine de 16 ans qui maintenant doit en avoir... 18. Mais 16 ans au départ, je parle de la première affaire, 16 ans, qui insulte, qui est vulgaire, qui est bête, qui se fait insulter à son tour par des imbéciles aussi. Et dont on met ce personnage insignifiant en avant, comme si c'est devenu une véritable icône de la liberté d'expression, une icône, une sorte de révolutionnaire de l'insulte. Je veux dire, il faut quand même se rappeler de l'origine. Elle est juste bête et insultante, et les mecs qui l'ont insultée et qui l'ont menacée sont aussi des crétins. Mais je trouve incroyable, on se demande si elle a des parents, cette jeune fille. On voit bien qu'il y a un business qui commence à démarrer, puisqu'elle fait un bouquin. Elle fait de la politique. C'est même pas la politique, parce que c'est trash, un peu comme Zemmour, c'est de la politique trash, c'est de la politique poubelle, ça n'a aucun intérêt. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que le niveau de bêtise est arrivé à un tel niveau qu'on s'intéresse à ce que dit une gamine de 18 ans même. Je veux dire, il faut être un peu réaliste, elle a encore du lait derrière les oreilles, elle n'est pas formée intellectuellement, elle ne comprend pas ce qu'elle dit, c'est très décousu. Elle joue la victime, elle dit dans 5 ans je vais être morte. Bah oui, mais moi demain je peux être morte. Tout le monde peut mourir, on est tous mortels. Sauf qu'elle annonce avec une dramaturgie à peine mise en scène, elle dit qu'elle veut pas ressembler à l'inspecteur Gadget, alors qu'il suffit juste qu'elle arrête de rigoler, qu'elle arrête d'insulter les gens, et de toute façon on sera oublié aussi vite qu'elle a existé. Mais on veut mettre ça, on monte un épingle d'une adolescente, une post-adolescente, même pas encore bien formée intellectuellement, pour en faire un symbole. Mais on est tombé très bas. Ça me rappelle à l'époque le combat d'arrière-garde des saucissons pinards. Je veux dire, les mecs qui se battaient pour du saucisson et du pinard. C'est pas des valeurs, ça. Une fille qui insulte, il faut lui dire arrête d'être insultante, sois un petit peu correcte. Les mecs qui t'ont menacé méritent d'être poursuivis, il n'y a pas de problème, mais excuse-toi, c'est pas compliqué. Oui, voilà.
Et elle le fait pas. Elle le fait pas parce que les gens de son autour sont Non, elle le savent fait quel pas. business. Au contraire, elle te dit, je veux continuer à pouvoir m'exprimer et quoi qu'il arrive, je le ferai. Oui, Quoi mais quoi qu'il en coûte, quoi. Ce que je dis, moi j'ai été interrogé plusieurs fois sur plusieurs médias par rapport à ça. Je dis que toute liberté d'expression est bonne à prendre et on doit la prendre, mais il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer. L'insulte, c'est la frontière ultime. On n'insulte pas. On peut Et le droit au s'exprimer. blasphème, alors, t'en fais quoi? Il n'y a pas de droit au blasphème. Ça, c'est un mythe. S'il y avait dans la loi des textes qui disaient il y a un droit au blasphème, on peut en discuter. Il n'y a pas de texte de loi. C'est-à-dire que le jour où il y aura une jurisprudence qui dira tu peux blasphémer, on discutera. Mais c'est pas le cas. Et ensuite, si le droit au blasphème est autorisé, à ce moment-là, il n'y a plus aucune frontière. Parce que comme il y a des faits historiques qui sont nuls, quasiment des symboles religieux, comme l'histoire de l'Holocauste, hein, on peut aussi blasphémer dessus. On le fait pas. Et c'est normal parce qu'on respecte la mémoire des gens. On ne blasphème pas sur les religions, on ne blasphème pas sur Jésus. Je veux dire, ce qu'on appelle l'insulte, c'est quoi? C'est caractérisé. Quand on insulte les valeurs d'une personne qui y croit, on insulte de fait la personne. Cette jeune fille est complètement déséquilibrée. Oui, mais Gabal, Je trouve ça pardon, honteux, mais quoi. toute la classe politique, vraiment, hein, de droite comme de gauche d'ailleurs, soutient cette adolescence au nom de la liberté d'expression. Il est de bon ton, dans le pays de Sadr, du marquis Sade, excusez-moi, il est de bon ton de dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Sauf que les Lumières ont dit on peut pousser la réflexion, pas la bêtise. Aujourd'hui, on est en train de pousser la bêtise comme une réflexion. Cette femme n'est pas formée intellectuellement, n'est pas intelligente, n'est pas structurée, est complètement déconstruite. On le voit rien que de son look, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la société, qui veut être à la marge. Et on écoute ce genre de personnage-là. Ben moi, à ce moment-là, je veux que le dernier crétin du Ah, il est chaud ce soir. c'est vrai, c'est extraordinaire qu'on parle de quelqu'un qui est le néant absolu sur le plan des idées et qu'on veut l'ériger comme une icône. Mais on est loin de Sartre quand même. Et j'ai envie de dire simplement, on peut même, tout à l'heure je charriais le marquis de Sade, mais le marquis de Sade, il y avait quand même une réflexion derrière. Là, il n'y a rien, c'est le néant total. Donc je ne peux pas accepter qu'on donne la parole à quelqu'un qui vient de sortir de ses couches. Il y a des limites quand même. Bon. Sabrina, On remets un peu redescend de hauteur, ouais, on voilà. va redescendre un petit peu la Oui. pression là, parce que... Tu mets de la hauteur ou tu descends? Choisis. On va redescendre la pression, on va mettre un petit peu de hauteur. Alors, le fait qu'elle s'habille, enfin, elle fait ce qu'elle veut. Oui, en fait, voilà. hein. Oui. Elle fait ce qu'elle veut, elle colore ses cheveux si elle veut. Aucun problème. Bien sûr. Ça, c'est pas. Bon, après, moi, je n'accepte pas, enfin, c'est mon avis, c'est pas une personne qui est bête, je pense pas. On peut pas dire d'une personne qu'elle soit bête comme ça, gratos. Elle a eu un fait dès le départ avec un jeune homme, je crois que c'était sur Instagram. C'est Oui. parti de là. Bon, ce fait divers, si on peut mettre des mots à son histoire, ça c'est un fait divers, est sorti pour moi du contexte. Et il est sorti du contexte puisque les mots ont été amplifiés. L'histoire a été amplifiée au-delà de l'histoire de base. Et là, elle a touché, elle a attaqué, elle a insulté toute une communauté, toute une religion. Oui, mais Je ne suis Sabrina, pas... Mais il y en là, a à ce qui te moment-là, disent, la c'est classe là- politique te dit, Oui, oui, voilà, bien sûr, il faut évidemment. qu'on conserve ce droit de pouvoir Oui. critiquer les religions. Oui, mais je pense qu'il y a une justice en France. Et je pense que la justice fera son travail. Maintenant, il y a eu un non-lieu, il me semble, dans ses propos. Soit, maintenant, on passe au procès avec ces Les attaques harceleurs, qu'elle a eues, ouais. les harceleurs. Et je suis tout à fait Ils veulent en faire d'ailleurs d'accord. un exemple. Non, mais peut-être, mais en tout cas, chaque harceleur, on ne doit pas harceler une femme comme ça, ni sur Twitter, ni sur Internet. Oui, C'est- bien sûr. Voilà. Mais pour autant, C'est- voilà, sur le fait qu'elle en fasse beaucoup trop, genre, elle en fait un business aujourd'hui. Moi elle sort un livre, je, pense, Sabrina. moi, je pense que les gens sont assez matures, Personne assez pour lui dire de se taire, intelligents, vraiment sont intelligents pour faire la part des choses. On ne va pas bâillonner cette femme parce que elle dit des choses qui nous plaisent pas. Mais mon Dieu que non, ça veut dire que chacun d'entre nous je peux- Non, aussi pas bâillonner, va je- bâillonner. je veux taire Non. un peu. Alors Écoute, moi, Sabrina. moi je pense qu'il faut la laisser s'exprimer. Maintenant, si Ah oui. elle tient des propos, qui va à l'encontre d'une certaine communauté, d'une certaine religion, eh ben il faut l'attaquer en justice. La justice fera son travail. Mais moi, j'ai envie de dire une chose, Sabrina. Maintenant, on peut pas lui dire, bah rentre chez toi, tais-toi. Non, c'est pas possible. Bah, au il moins, faut la laisser excuse-toi quand s'exprimer. même. Elle est consciente quand même qu'elle a heurté beaucoup de gens quand même. Je ne sais pas si elle en est consciente. Et c'est marrant parce qu'il y a 2 Mais minutes, faut tu disais lui- qu'elle était intelligente. Je ne sais pas si elle est consciente, mais il y a la conscientisation, tu sais, c'est un long travail. C'est pour On ça que n'a j'ai pas dit qu'elle était bête, Alors, on n'a pas dit non, que... non, la non, mais moi, Si, si, Abidal l'a conscientisation... dit. Non, mais moi, je ne l'ai pas dit. Non, mais- Oui, oui, je Mais sais. moi, Tu le mais moi, je confirmes, pense c'est que la conscientisation, son chemin peut être politique, humain, etc., est en train de se construire. Comme tu dis, ça a commencé, je sais pas, c'était en Elle avait 16 2020, ans. elle a 16 16 ans, ans, ouais. 17 ans. Ouais. Aujourd'hui, elle en a 18. Elle est en train de se construire une conscience. Maintenant, faut la laisser se Il y a du boulot, construire. Faut Mais la moi- laisser se construire. Il y a du boulot peut-être, mais aussi à nous de porter des réflexions un peu plus hautes que la bassesse des gens qui lui répondent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Alors je vais te rejoindre sur un point.
Pas elle, parce qu'elle m'intéresse absolument pas, et je trouve honteux de parler de cette femme, elle n'a aucun intérêt. Sinon, n'importe quel pilier de comptoir devient intéressant. Qu'elle soit punk, grunge, ça c'est pas grave. C'est une démarche intellectuelle que je comprends dans la jeunesse. En général, on veut se révéler et tout, on veut sortir des clous, on veut être à la marge. Ça la regarde, il n'y a pas de problème. Et je l'encourage vivement à la limite qu'elle fasse sa jeunesse. Le problème, c'est pas elle. Elle ne compte pas. Elle, le problème, c'est les gens qui l'utilisent, qui l'ont médiatisé et qui l'ont mise en avant. Absolument. Le problème, c'est qu'il y a une frange extrême qui commence de plus en plus à s'exprimer en s'appuyant sur elle comme une sorte de nouvel étendard. Un nouvel étendard. De la liberté d'expression. Oui, une nouvelle Madone, on va dire, on va l'appeler simplement pour faire une caricature la concernant. Le problème, c'est que moi, je n'accepte pas, et là, je suis catégorique. Quand j'avais 18 ans, j'étais un imbécile. Je le dis haut et fort. J'avais 18 ans, j'étais un crétin. C'est clair. C'est pas parce qu'elle avait 18 ans. J'avais 18 ans, j'étais un crétin. Pétri de certitude, sûr de mon fait. Je refais le monde, je révolutionne. Oui, bah même à 50 ans, il y en a qui sont encore sur 2. Hein. Oui, mais elle a 18 ans, c'était évident. Tu vois, j'en connais. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais là, je le dis clairement, quand on a 18 ans, on n'est pas très intelligent. C'est normal parce qu'on est pétri de certitude et parce qu'on s'affirme dans sa personnalité en refus du reste de la société, de ses parents, de l'autorité, ce que vous voulez. Donc ça, c'est des réalités qui sont des réactions littéralement presque physiologiques des êtres humains qui se construisent. Donc je ne vais pas interroger quelqu'un qui est dans la revendication de sa personne, qui est dans l'affirmation de sa personnalité, qui est dans le refus, qui est dans la post-adolescence, même en l'occurrence, pour lui poser des questions sur le monde, sur l'état du monde. Il y a quand même des limites. Ensuite, quand on va instrumentaliser cette fille, qu'on va présenter comme une sorte de nouvelle Madone, comme ça, une sorte de prophétesse de la liberté d'expression, c'est une blague. La liberté de qui? D'une gamine de 16 ans. Faut un peu de mesure. Alors moi, le problème qui se pose... Mais t'as des gamines, des gamins de 16 ans qui sont politiquement solides, qui ont des idées. Bon, bien sûr que c'est à construire, à continuer, à approfondir. Mais moi, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, elle a conscience de certaines choses. Elle milite. Tu vois, par exemple, je prends un exemple, l'écologie, ils sont quand même conscients de ce qui se passe. Tout le monde est conscient de l'écologie. Non, mais attends, mais je veux dire, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est foudroyée par une crise, par un mal-être, par tout ce que tu veux. Sabrina, c'est pas un mépris, là. Ce qu'ils sont en train de vivre, moi, je l'ai pas vécu quand j'avais 16 ans. Un confinement, etc. Moi, je l'ai pas vécu. Aujourd'hui, ils sont dans un mal-être profond. Là, c'était avant le confinement. Ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de se construire. La conscientisation, c'est un chemin qui est très long. Mais c'est un chemin qui est très long. Mais il faut l'aboutir. Mais faut l'aboutir, faut en prendre conscience qu'on est en train de le faire. Alors, on va accueillir Fatima qui est avec nous au standard 01 40 33 9000 qui a peut-être son avis à donner. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe, vous m'entendez là? Oui, on vous entend ma chère Fatima. Merci beaucoup. Et mon cher Christophe, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai décroché. On va bien ma Fatima. Bon, je voudrais tout d'abord répondre à la demoiselle pour lui dire que les jeunes qui l'ont menacé ou je sais pas quoi, bien sûr qu'ils ne doivent pas, mais ils doivent avoir le même âge qu'elle et ils doivent être aussi avoir les neurones aussi mélangés qu'elle. Donc il faut aussi voir les choses sous cette optique-là. Moi j'ai lu hier son interview dans le journal du dimanche. Oui. Vous l'avez lu, Christophe? Non, du tout, non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Excusez-moi, parce que moi, je suis bien élevée. J'ai toujours le doigt dans le cul de leur dieu. Ça, c'est dans le journal du dimanche par une certaine Cavana, journaliste. Et la journaliste lui répond, vous pensez pas être trop faible pour une si grande cause? Moi, je ne savais pas que l'insulte de l'islam était une cause. Oui. Donc, et après, il se demande pourquoi. Je vous lis, j'ai le journal en main. Et il faut le lire, si vous pouvez le lire. Vous voyez qu'est-ce que c'est que... Donc, moi, je dis à cette demoiselle, tout d'abord, je ne suis pas d'accord pour qu'elle soit menacée ou tout autre. Mais, je voudrais lui dire qu'elle essaye ce qu'elle est en train de faire avec une autre religion. Là, je la prendrai pour courageuse. Là, je dirais, bravo, vous êtes courageuse. Mais non, elle ne le fera pas, parce qu'elle a trop peur. Et autre chose, moi je ne suis ni religieuse, ni ceci, ni cela, hein, ça n'a rien à voir. Mais ça me fait mal qu'il y ait 2 poids et 2 mesures dans ce pays, et ça va de plus en plus, comme on dit, de plus en plus fort. Alors, pourquoi? Parce que les gens ne votent pas. Je vais vous expliquer, Monsieur Christophe, vous m'entendez? Madame. Écoutez, Monsieur Christophe. Oui. La dernière, hier, j'ai été, je dis pas aux gens de voter pour Clémentine Autain. Mais j'ai dit le message est passé. Eh bien, il n'y avait pas tous les gens que je rencontrais au marché, maghrébins, africains et tout,
C'est des milliers qui vont au marché, eh ben, il n'y en avait pas un. Pourquoi? Parce qu'ils ne votent pas. Et tant que ces gens-là ne votent pas, eh ben, ils seront écrasés comme des... Je n'ose pas dire quoi. Et je vous remercie. Merci, et Fatima. Moi, cette histoire, vraiment, ça... Ça, c'est vraiment, excusez-moi du terme, du proxénétisme envers les musulmans. Et je vous remercie, Christophe, et je vous souhaite longue vie. Merci, ma chère Fatima. Merci beaucoup. 01 40 33 9000, évidemment, pour intervenir. Bon, c'est vrai que je vous le dis sincèrement, hein, ça m'emmerde vraiment de parler de Mila, parce qu'on a quand même bien autre chose à évoquer dans cette émission, mais il faut qu'on en parle, parce que il faut qu'on donne, et l'objectif du Grand Forum, c'est qu'on puisse aussi parler des sujets qui sont évoqués ailleurs, mais avec notre spécificité, avec notre regard bien à nous. Celui de Sabrina Nouri et celui de Gamal Abina. Non, mais tu vois bien l'amalgame, là. On est en train de mettre tout le monde dans le même sac, alors que, elle s'est adressée à un mec qui peut-être l'a harcelé un petit peu trop. J'en sais rien, je sais pas, je connais pas l'histoire de base. Mais voilà, maintenant, ça a pris des proportions qui dépassent, la société, presque. Donc, c'est tous les musulmans qui sont pris à partie. Moi, je regrette. Moi, dans ces propos, je suis de confession musulmane, je m'y reconnais pas. Donc voilà, point. Je m'y reconnais pas, donc je passe. Maintenant, ça reste quand même une personne qu'on doit malgré tout respecter, malgré les propos, même s'ils ne me plaisent pas. Mais maintenant, elle n'a pas à subir. Moi, c'est les parents qui m'inquiètent. Franchement, on a des enfants. Pas, mais si ton gamin il vrille comme ça et qu'il se fait remarquer et qu'il est même en danger d'ailleurs, c'est de la non-assistance à personne en danger pour moi. Moi, j'ai envie de dire un truc. On va comparer deux choses comparables. Mon gamin, il fait ça, il se prend une bonne torgnole et puis il va se coucher. Hein. Oui, mais bon. Enfin, je ne tape pas, évidemment, mais c'est une manière de parler. Dérapage verbal. Oui. Non, mais plus sérieusement. T'inquiète pas, on va te balancer. De toute façon, il est 2 fois plus grand que moi. C'est ça le problème. Et il court bien, apparemment. Oui, enfin, pas 2 fois plus grand que moi, mais il est plus costaud. Tu fais 1m50 Non. Qu'est-ce que j'allais dire plus sérieusement? Le problème de cette affaire, la comparaison avec les religions n'a aucun intérêt. Le problème, c'est qu'il faut se rappeler la genèse. Oui, mais on comprend cette fille, aussi oui, mais là, en l'espèce, ça n'a aucun intérêt. C'est pas une question de courage. Cette fille, je crois qu'elle doit être, d'après ce que j'ai compris, elle est lesbienne. Elle a été insultée pour cette raison au départ. Donc les crétins qui l'ont insultée ont été les crétins, parce qu'on n'a pas l'insulté pour ces raisons. Bien sûr. Ensuite, sa réaction à elle était aussi une réaction crétine. Et pour finir, j'aurais dire que moi, elle m'intéresse pas en l'espèce. C'est pas un personnage très riche. Loin s'en faut. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi elle est montée en boucle comme ça. Et ça me rappelle une autre affaire assez écœurante. Laquelle? Qui a été reprise par un certain, on va l'appeler Mohamed Sifawi, que j'aimerais bien. Alors, c'est l'affaire du crétin, encore une fois, d'un Algérien qui a insulté un noir et puis une femme noire de façon très violente après avoir frappé un livreur. Donc ça se discute même pas sur le terme de condamnation. Il est plus que condamnable. C'est un abruti qui a été fabriqué par la cité française. Ok. Une fois que c'est dit, cet Algérien qui se revendiquait haut et fort algérien et raciste anti-noir, donc cette imbécilité qui l'a conduit à oublier qu'en Algérie, il y a aussi beaucoup d'Algériens noirs qui sont algériens, a été monté en boucle par les médias. C'est-à-dire que la viralité de la vidéo, moi, je la trouve suspecte. C'est bizarre que cette vidéo-là ait été tellement virale, alors que l'assassinat d'un autre subsaharien par 3 fachos d'origine arménienne à Saint-Étienne a été filmé, mais a été très peu diffusé. Dans un cas, il y a des insultes et des violences, c'est vrai. Dans l'autre cas, il y a les mêmes insultes racistes avec des violences qui entraînent la mort d'un homme avec 4 coups de couteau, dont un père et un fils qui sont de bateau. Et dans un cas, on n'en parle pas parce que ces Européens racistes, c'est pas très grave. Et dans l'autre cas, il y a une grande gueule qui joue les Algériens qui va vomir sa haine sur un noir. Et c'est condamnable. Et on ne parle que de ça. Et on a un Mohamed Sifawi, donc le roi de la fake news. Hein. Un pur déséquilibré mental, parce que j'utilise le terme à dessein. S'il n'est pas content qu'il vienne me voir, c'est quand il veut. Il m'a bloqué sur Twitter, mais c'est pas grave. Qui a osé, parce que peut-être que lui est un gros raciste, hein, peut-être que c'est un gros haineux qui n'aime pas les noirs, oser dire que selon une étude orientée faite par un journal d'extrême droite, c'était fait par un journal d'extrême droite, le peuple algérien serait le plus raciste au monde. Alors déjà, ça me rappelle une autre imbécilité que j'avais entendue il n'y a pas longtemps. Apparemment, monsieur, il a un appareil qui est un racistographe, qui est capable de mesurer la densité de racisme dans un pays. Je ne connaissais pas ce moyen, je ne connaissais pas les statistiques, je ne savais pas que ça existait. Apparemment, il y a des pays où on demandait aux gens si vous êtes raciste, ils vous répondent oui. Donc il a osé dire ça, il n'a pas été poursuivi, il mériterait de l'être, en insultant toute une communauté parce que monsieur est un Algérien honteux, qui voudrait se prendre pour Marie-France. Ouais. Donc ça, c'est pas acceptable. Et quand on entend ça, on se pose des questions de savoir pourquoi on instrumentalise des phénomènes. Comment on fait pour les faire monter en boucle comme ça et pour exciter toute la sphère fachosphère et le reste de la population. Il y a un problème, il faut remettre les choses à leur niveau. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que cette Mila ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse,
C'est sa jeunesse à elle, pas elle en particulier en tant que femme qui est insultée. Et c'est inacceptable d'attaquer une femme, je le rappelle. C'est parce qu'elle est femme que je la défendrai, pas parce qu'elle est Mila, pas parce qu'elle vomit sa haine des musulmans, parce qu'ils ont été mauvais avec elle, mais parce qu'elle est femme. Et je dis la même chose pour ces jeunes qui sont suicidés par centaines à cause de ce Covid. Ceux-là, bizarrement, pas de gros titres. Pas de parents qu'on interroge dans leurs drames et dans leurs pleurs. Pas de nom, rien. Ça, bizarrement, on n'en parle pas. Et je trouve intolérable qu'on donne le micro à une gamine qui est complètement réservée, alors qu'il y a des gens qui mériteraient d'être entendus sur le drame qu'ils ont traversé. Alors, on va accueillir, et pour finir sur ce sujet, avant que nous partions pour un autre sujet, Ali qui est avec nous. Salut Ali. Comment ça va, mon cher Christophe? Eh ben, je vais bien. Bon, Ali, tu nous appelles d'où? Bon, écoute, en 2 mots, je vais pas retenir l'antenne, je vais pas m'étaler sur ce stupide personnage Mina et Tifaoui et Yasmina Kadra, et j'en cite beaucoup, Salsal. Mais vous m'avez pas demandé l'avis des auditeurs. Quel est le meilleur parmi les meilleurs? Je vous suis depuis très longtemps et je resterai à l'écoute, le meilleur chroniqueur. Et pour moi, incontestablement. Donc je suis enchanté, vraiment heureux de le voir aujourd'hui. On l'invite pas souvent dans les médias, mais c'est Abina Gamal, parce qu'il est fier de ses origines. Vous êtes son cousin? C'est pas un hypocrite, et j'aurais aimé qu'on le mette en face, mon cher Christophe, c'est pas pour déshonner ton émission, mais j'aurais aimé le voir, je sais pas, à la télévision française, on parle de démocratie, de droit et tout ça, face à des gens très compétents, parce que vos chroniqueurs sont aussi bons et compétents, mais je ne le citerai pas, monsieur Gamal Abina, il mérite, je sais pas, beaucoup mieux que ça, je sais pas moi. Comment ça, beaucoup mieux que ça? Allez, calme-toi. Qu'il l'ouvre, qu'il le ramène, et qu'il incite les femmes qui connaissent rien, des pseudo-journalistes, spécialistes de l'islam, et genre de géographie, genre Yasmina Kadra, Sifaoui, et ces stupides personnages. J'incite personne. Mais monsieur Gamal Abina, comme Tariq Ramadan, à la télé, aux médias, face à Zamouri, face à et ne mettez pas des charlots comme Changomi ou je ne sais pas, ou je sais quoi dire. Ça m'énerve, moi. Et merci Ali. Allez. Radio Maghreb, aucune fois le lundi. Bon, merci. Autour de lui, il y a des chroniqueurs, mais ils sont bons, mais ils sont pas à la hauteur. Merci beaucoup. Salut Ali, salut. Merci beaucoup, c'est un peu gênant, mais... par contre, t'éviteras de payer les gens pour venir raconter les conneries sur toi. Ça commence... Non, mais là, ça devient flagrant, là. J'ai plus une thune. Donnez-moi de l'argent. C'est bon, on sait que tu l'as dit de t'appeler à 16h47. Ouais, non. Par contre, je tiens à préciser que Sabrina est excellente et que j'aime beaucoup travailler avec elle. C'est très gentil à toi, Gamal. Quel focus, celui-là. Non, je suis sincère. Depuis le premier jour, c'est pas pour des raisons, tu me lâches un billet. Non, excellent. Par contre, s'il veut me voir, ce soir, je passe sur une télévision africaine. Ah bon? Oui, je suis abonné quasiment. Ils m'invitent régulièrement. Ça s'appelle Afrique Média, et c'est vraiment des gens formidables. Il y a combien de personnes qui la regardent? Une dizaine. Ah d'accord, c'est déjà pas mal. C'est bien, le début de la gloire, c'est bien. Allez, merci de rester avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Avec la suite, on va parler donc de Netanyahou. Ça en est terminé, les amis. Fini. Netanyahou après 12 ans de règne. Eh bien, c'est fini. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. J'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes bien avec Gamal Abina, avec Sabrina Nouri. Et on va parler maintenant d'un sujet parce que ça a évidemment fait parler, beaucoup parler. C'est la fin du règne Netanyahou. Ça en est terminé. Bye bye Bibi. Il est parti. D'ailleurs, ça a été célébré dans quelques manifestations en Israël. Pour nous parler de tout cela aussi, j'accueille, le plaisir d'accueillir la fondatrice de l'agence Média Palestine, Imen, mais aussi animatrice de la campagne BDS. Bonjour Imen, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Alors Gamal, Netanyahou terminé. Est-ce pour autant la fin du cauchemar pour les Palestiniens avec donc le nouveau Premier ministre comment tu l'appelles Sabrina d'ailleurs? Naftali Bennett. Un mot mémotechnique. Ouais, c'est ça, c'est mémotechnique. Naftali Bennett. Qui avait dit, je crois, en 2013, j'ai tué des Arabes et alors. Voilà. Ouais. Voilà. Gamal. La fin du cauchemar parce qu'un... C'est juste micro, là. Ouais. La fin du cauchemar parce qu'un Premier ministre partirait. Alors j'ai envie de dire que ça fait 75 ans que ça dure, le cauchemar. Ce n'est pas une question d'homme. Le sionisme n'est pas une question d'homme, ni une question religieuse, évidemment. C'est une question politique. Donc l'homme politique qui est engagé dans un parti sioniste, et ils sont tous sionistes en Palestine, de gauche comme de droite, cet homme politique conduira une politique sioniste logique, dans les intérêts de sa population, logique et bien comprise. Donc non, c'est pas la fin d'un cauchemar, parce que le pire de tout, c'était Sharon. Donc déjà, l'autre à côté, il fait figure de perdant. C'est pas la fin d'un cauchemar, parce que chaque fois qu'il y a un Premier ministre qui est présenté à l'État, dit sioniste d'Israël donc, c'est toujours un Européen.
Lui est d'origine polonaise, enfin, c'est toujours la même région, formé aux États-Unis. C'est toujours les mêmes profils d'Européens qui viennent diriger dans un pays arabe. Je rappelle que les Juifs arabes sont arabes aussi. Des Juifs arabes et des Arabes palestiniens, musulmans et chrétiens. Donc, ça n'est pas un homme le problème, c'est un système. C'est pas parce que lui va se retrouver en prison bientôt que ça arrangera les affaires palestiniennes. Donc non, il n'y a aucune différence. Aucune différence pour toi aussi, Sabrina ? Oui, bien évidemment. Là, aujourd'hui, on a chassé Paul pour remplacer Jacques. Vraiment, pour moi, aucune différence. J'attends quand même... On nous parle de quelqu'un qui est favorable à une paix par 2 États, quoi. Oui, non mais quand Ouais. tu tiens des propos comme tu l'as très bien cité tout à l'heure, à l'instant, j'ai tué des Arabes et alors, c'est dérangeant. C'est choquant. Donc voilà, c'est la soif du pouvoir parce qu'il a tout mis en œuvre pour rassembler l'opposition et passer, le dégager pour avoir le pouvoir. Mais quand bien même que tu as le pouvoir, tu es assoiffé de violence, tu es assoiffé de vengeance. Non, vraiment, ce sont des êtres très, très, très mauvais. Et je pense que les pauvres Palestiniens vont encore avoir des jours et des heures noires qui arrivent parce que pour eux, déjà le fait d'être colonisés, déjà, le fait, c'est ça, en fait. C'est important de le rappeler. Voilà, c'est colonisé. C'est colonisé, ils sont colonisés. Alors que ce soit, comme je disais tout à l'heure, Pierre, Paul ou Jacques, il n'y a aucune différence. C'est un chanteur, ça, Ils Pierre, sont Paul, Jacques. toujours, on arrive toujours au même point, c'est-à-dire qu'ils sont colonisés. Mais que va-t-on faire de ces Palestiniens ? D'accord, ils sont chez eux, mais en fait, ils ne le sont plus en réalité. On voit, je pense que les gens... visualise les cartes géographiques au fur et à mesure des années. On a un État, et puis ensuite, c'est un calvaire de voir ça. Hein. On a un État, et puis ensuite, on a des bandes. Aujourd'hui, c'est quoi ? Des tickets de métro qu'on voit de part et d'autre. Non, franchement. Et puis, voilà, bon, c'est un peu le cirque du week-end. Hein, 60 voix, 59 l'autre côté. Voilà, sans surprise. Franchement, sans surprise, et on n'attend rien. Mais Netanyahou parti quand même, c'est une satisfaction aussi un peu quand même. Une petite satisfaction que Netanyahou s'en aille. Je sais pas, mais pourquoi ça diffère du départ d'un homme qui n'est pas le système je sais pas, moi... 12 ans de règne quand même. Oui, mais 14 ans, même, il aurait pu faire 20 ans, ça ne change rien. Je veux dire, la question de Netanyahou, c'est une symbolique. Lui est poursuivi par la justice, il va tomber parce qu'effectivement, comme son prédécesseur, il va faire des problèmes. Non, ils ne les envoient pas en prison, mais comme son prédécesseur, la symbolique est trop forte, ils ne peuvent pas s'autoriser. Mais il aura des problèmes. Mais à chaque fois, ils partent d'ailleurs avec des affaires sur le dos. Le problème, ce n'est pas Netanyahou, le problème, c'est le système. Par exemple, ce nouveau Premier ministre, il s'est allié avec un parti islamiste. Ce n'est pas la blague du siècle, je vous assure que c'est la vérité. Donc, quand on fait une coalition avec des partis aussi hétéroclites et plus ou moins délirants, on n'attend rien. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cet homme utilise un terme très fort qui dit tout. Il n'y a pas besoin de dire ça. J'ai tué des Arabes, et alors ? Ça veut dire que rien que dans le terme arabe, il ne reconnaît pas le mot palestinien. Parce qu'il utilise la même terminologie. Il avait déclaré en 2013. Oui, donc en 2013, la terminologie utilisée par ce monsieur, c'est ceux de Goldheimer. Ce sont des Arabes, ce ne sont pas des Palestiniens. Imen, fondatrice de l'agence Média Palestine, animatrice de la campagne BDS, Netanyahou qui s'en va, ça ne change rien ? Alors moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que pour nous, en fait, au niveau de la campagne BDS, ce contre quoi on se bat, c'est contre un système. Et malheureusement, peu importe les gouvernements successifs israéliens, malheureusement, ils ont tous le même programme vis-à-vis des Palestiniens. C'est-à-dire l'épuration ethnique, c'est-à-dire la colonisation de plus en plus importante des territoires palestiniens, c'est-à-dire la judéisation de la vieille ville, c'est-à-dire on en est aujourd'hui à 14 ans de siège criminel dans la bande de Gaza, des gens qui sont sous blocus. Voilà, sous blocus, 2 millions de Palestiniens et de Palestiniennes qui ne peuvent pas sortir dans 360 mètres carrés. C'est l'une des plus fortes densités au monde de la population. Et donc c'est un peuple qui est en cage, pour le dire clairement, et qui a été bombardé encore très récemment. Juste pour vous donner un chiffre précis, il y a à peu près dans la dernière attaque israélienne 17 000 logements qui ont été endommagés, 1800 qui sont inhabitables et 1000 logements qui ont été complètement détruits. Il y a eu plus de 250 Palestiniens qui ont été assassinés, dont 66 enfants. Voilà. Donc ça, c'est des logiques malheureusement qui se poursuivent, mais depuis, ça a été dit tout à l'heure, depuis plus de 70 ans maintenant. Et c'est un système, c'est-à-dire que peu importe
importe finalement qui succède, c'est toute la logique de l'apartheid aujourd'hui que nous, au niveau de la campagne BDS France, on combat. C'est-à-dire c'est un régime ségrégationniste, qui fait de la discrimination raciale, qui est maintenant dans une loi qui s'appelle la loi État-nation, qui a été votée en 2018 et que Bennett a activement aussi soutenue. Voilà, qui différencie les citoyens palestiniens des autres citoyens finalement. Alors BDS, on en parle beaucoup parce qu'évidemment ça fait réagir à haut niveau bien sûr. Quelles sont les campagnes du moment, les succès aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de succès, notamment judiciaires. Vous avez été poursuivi de nombreuses reprises, notamment ici en France, et vous avez à chaque fois gagné d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important de le rappeler parce qu'il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 11 juin dernier qui a condamné la France, qui avait poursuivi des militants et des militantes BDS lors d'un procès pour une simple distribution de tracts. Donc la France a été condamnée à payer plusieurs milliers d'euros et ça, c'est important et c'est vraiment important à le rappeler parce que de temps en temps, on se demande si la campagne BDS est légale. Donc oui, tout à fait, elle est légale et on invite le plus de personnes possible à nous rejoindre. Alors dans les campagnes actuelles qu'on mène, je vais vous en citer quelques-unes. On mène une campagne en direction de l'équipementier sportif Puma. Pourquoi ? Tout le monde connaît Puma, mais pourquoi Puma ? Eh bien, il faut savoir que Puma sponsorise les équipes dans les colonies israéliennes. Ouais. L'association israélienne de football qui sponsorise des équipes israéliennes. Et donc, voilà, c'est une campagne importante pour nous parce qu'on a écrit à Puma, on a mené des campagnes et Puma ne veut toujours pas reconnaître. J'ai pas de Puma sur moi. Tout va bien alors. Ouais. Dit qu'il est pour l'égalité, mais voilà, ça continue. Et alors, puisque tu parles de foot, pardon, Imen, c'est très important de rappeler, il y a le Trophée des champions. Qui a lieu chaque année un petit peu partout dans le monde, ça dépend des années. Alors Trophée des champions, c'est quoi ? C'est le gagnant de la Ligue 1 de foot, donc Lille, et le gagnant de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain. Et le Trophée des champions va se dérouler où ? À Tel Aviv. Absolument, c'est pour ça qu'on a écrit un courrier qu'on peut lire en ce moment sur notre site internet, un courrier pour demander, pour dénoncer ça et pour demander à ce que ça n'ait pas lieu à Tel Aviv. Ouais. Je comprends pas pourquoi ça se joue là-bas, là, j'ai pas compris. C'est incompréhensible. Parce que non, mais chaque année ça se joue dans un endroit, ça peut être aussi bien en Autriche que je sais pas. Mais ils sont pas européens les autres. Non, mais ça peut jouer aussi en Amérique, en Amérique du Sud, ça dépend. C'est vraiment le cadre de la campagne BDS. En fait, tout ce qu'on refuse, c'est cette espèce de normalisation qui consiste à faire croire aux gens y compris dans le mouvement sportif, culturel, etc., qu'aujourd'hui, se produire ou aller jouer à Tel Aviv, c'est finalement normal. En fait. Mais, en fait, Iman, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le fait, par exemple, d'aller jouer un trophée des champions ou faire un concert à Tel Aviv, est-ce que c'est cautionner ce qui se passe en Israël ? Absolument, absolument, et je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les représentants, y compris politiques israéliens, reconnaissent aujourd'hui que la culture et le sport servent de propagande, à redorer l'image d'Israël en se produisant là-bas. Donc nous, ce qu'on dit, c'est, il y a des artistes, par exemple, qui nous disent, mais nous, on ne fait pas de politique, on va jouer là-bas et on ne fait pas de politique. Ouais. Nous, ce qu'on leur explique, qu'en fait, qu'ils le veuillent ou pas, même s'ils veulent y aller en disant qu'ils font pas de politique, ils sont en train d'en faire par le fait même d'y aller. C'est-à-dire que Israël se sert de cette présence artistique, de cette présence internationale pour essayer de redorer son image, pour dire finalement, regardez, il se passe rien, il y a rien d'anormal à Tel Aviv et en Israël plus globalement, et ne parlons pas de la bande de Gaza. Oui. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, la situation n'est pas normale parce qu'il y a un blocus criminel, un blocus qui dure depuis trop longtemps, un système d'apartheid, et qu'aujourd'hui, aller faire comme si de rien n'était, se produire à Tel Aviv, c'est finalement cautionner, même si on dit qu'on ne veut pas, le régime sur place. Alors, Imen, vous avez mis en place à disposition des gens, notamment une liste de produits à boycotter. Et j'entends tout et n'importe quoi sur ce sujet. Il y en a qui me disent oui, il faut tout boycotter, etc. Machin. Quel est un petit peu votre regard là-dessus ? Quelle est la meilleure manière de boycotter, c'est-à-dire le boycott intelligent, voilà, celui qui pèse. Ouais, merci de me poser la question parce qu'on a eu le droit à plein de demandes là-dessus en fait, et on a tout un tas d'infos contradictoires qui circulent. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne BDS, elle a été lancée à l'appel de 170 associations de la société civile palestinienne. Donc c'est vraiment très fondamental et très important de rappeler. Oui. Voilà, que du coup, c'est pas nous dans notre coin qui décidons de quoi boycotter, etc., mais que les Palestiniens ont décidé d'avoir une stratégie sur les marques et sur les entreprises, notamment à boycotter. Et du coup, on voit tout
un tas de listes qui circulent. Alors, je ne vais pas donner des exemples, mais c'est des listes interminables. Et nous, on n'appelle pas à ça. Nous, on se limite vraiment déjà à suivre la stratégie palestinienne pour le boycott et qui se résume principalement à des entreprises israéliennes, qu'elles soient dans les colonies mais qui ou emploient pas. des Palestiniens. Y compris, elles peuvent être dans les colonies, par exemple, dans les colonies israéliennes. Et ça aussi, c'est un argument qu'on entend, c'est-à-dire, oui, quand vous faites ça, vous mettez peut-être des Palestiniens au chômage et des gens sans travail. Oui, absolument, c'est un argument qu'on entend, et nous, à cet argument-là, on répond que les Palestiniens, ils luttent pour leur dignité et leur liberté, et du coup, qu'ils ont fait la part des choses et qu'ils ont pesé le pour et le contre avant de lancer cet appel au boycott, et qu'aujourd'hui, ils sont prêts à assumer tout le prix, y compris pour retrouver leur dignité. Et donc le prix, l'un des prix à payer, ça passe par le boycott. Alors, Iman, on peut trouver où cette liste, voilà, histoire qu'on ne se trompe pas de combat et qu'on fasse ça de manière intelligente? Alors, elle est sur le site de la campagne BDS France, www.bdsfrance.org, et là, vous trouverez la liste des produits à boycotter. C'est une liste qu'on a actualisée, et vous verrez, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, mais on cible vraiment les principales entreprises dont on appelle au boycott et dont le comité palestinien pour le BDS appelle au boycott. Il n'y a pas de coca, par exemple? Il n'y a absolument pas de coca. Non, c'est bon. J'ai bu un coca tranquille. Voilà. Il n'y a pas de McDo? Il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de Starbucks, je tiens à le dire, mais par contre, il y a Puma, il y a AXA, il y a Keter, voilà, il y a tout un tas de marques israéliennes, et pas seulement israéliennes, parce que tout à l'heure, j'aurai peut-être l'occasion de vous parler de l'entreprise de l'assureur AXA, par exemple, qui continue de financer à hauteur de plusieurs millions d'euros des banques israéliennes qui sont le pilier de la colonisation aujourd'hui. Sans les banques israéliennes, il n'y aurait pas de colonies. Les colonies ne pourraient pas subsister. Et donc voilà, ça c'est aussi des entreprises françaises du coup qui participent. Ça c'est le D du BDS, le désinvestissement. C'est pas seulement que le boycott, on a tendance à penser que le boycott, mais c'est aussi le désinvestissement et les sanctions. Et les sanctions, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais il y a eu des succès à l'image d'Orange, par exemple, l'entreprise Orange qui a fait marche arrière. Absolument, Orange qui avait installé des antennes via Stéphane Richard. Voilà, des antennes dans les colonies israéliennes, et après plusieurs années de campagne, ils se sont retirés, et donc on a célébré cette victoire évidemment. Il y a eu beaucoup de victoires dans la campagne BDS, mais c'est pour ça qu'on appelle vraiment les gens à se focaliser sur quelques entreprises, quelques cibles, et nous sur le site de la campagne BDS France, on peut trouver toutes les infos sur ces entreprises, mais on appelle à ne pas s'éparpiller, et vraiment. Ouais, c'est important. Ouais. C'est très important. Et les applications aussi, vous y travaillez ou pas? Oui, on aimerait bien. Par exemple, il y a une application Waze que tout le monde utilise. Ah, et ça, on n'appelle pas, par exemple, au boycott. Voilà, c'est quelque chose dont on n'appelle pas au boycott. Pourtant, c'est une application qui est basée là-bas. Hein. Oui, et surtout, pour les habitants, enfin les colons, pour éviter les rues où il y a des Palestiniens, par exemple. Voilà, ça, il y a tout plein de marques israéliennes qu'on peut tout à fait boycotter, etc. Voilà, il y a tout un tas de marques, finalement, mais nous, on appelle vraiment... Enfin, c'est pas nous, d'ailleurs, c'est vraiment les Palestiniens, j'insiste là-dessus, qui appellent vraiment à cibler. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas... Ça me plaît, votre truc, parce que quand tu regardes les listes... certains trucs, tu peux ni te laver, ni consommer, ni manger, ni boire. C'est tout à fait ça. Croire qu'ils tiennent le monde, quoi. C'est un truc de ouf. Gamal, Imen est avec nous. Question pour Imen, fondatrice de l'agence Média Palestine et animatrice de la campagne BDS. Il y a déjà plusieurs choses. D'abord, effectivement, le boycott ciblé est plus utile que le boycott tous azimuts que personne ne peut tenir. Ensuite, moi je pense qu'il va falloir rappeler quand même quelques fondamentaux. Le conflit israélo-palestinien n'est pas né en Palestine, il est né en France et en Angleterre, avec le partage de la région des accords Sykes-Picot qui ont été faits à Paris. Donc ce conflit est né ici, pas là-bas. Ce conflit, s'il doit être résolu, il sera résolu ici et aux États-Unis, pas ailleurs. Donc il y a deux choses qu'il faut comprendre. Rappelons, et je tiens à le rappeler à Imen et j'espère que ce sera entendu, effectivement que l'arme de BDS est une arme pacifique et que c'est la meilleure arme jamais utilisée contre un État. On l'a vu en Amérique du Sud, en Afrique du Sud. À l'époque, personne n'aurait eu l'idée d'aller faire un concert là-bas parce que c'était un État raciste. En l'occurrence, quand on sectarise, quand on met de côté une population entière en raison de son origine ethnique, c'est raciste. Et donc, j'ai envie de dire que si un jour on veut obtenir la paix avec ces messieurs là-bas, s'il y a une vraie changement politique, il faudra entendre un Premier ministre israélien dire « je veux la paix ». Ils ne le disent jamais. Et je veux la sécurité pour les Palestiniens. Ils parlent que de leur paix pour eux et leur sécurité. De l'autre côté, on peut crever. Donc, le jour où ce Premier ministre dira ça, à ce moment-là, il y aura enfin une ouverture. Quand il dira honnêtement, je veux la paix. Parce que les armes l'ont proposé, dans des conditions infamantes d'ailleurs, je veux la paix parce que je ne veux plus de tension dans la région. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'il mène avec la campagne BDS? Est-ce que tu peux nous rappeler combien de pays dans le monde, aujourd'hui, ont rejoint cette extraordinaire campagne qui fait peur à Israël? Alors, c'est important de le dire, effectivement, parce qu'on de temps en temps, on a tendance à focaliser sur la France, etc. Mais comme tu l'as dit, Gamal, cette campagne, c'est une campagne qui a été lancée en 2005 par plus de 170 associations civiles palestiniennes et qui est aujourd'hui
réellement internationale et qui s'inspire de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc non violente, antiraciste, internationale. Alors je ne saurais pas te situer exactement dans combien de pays précisément, mais moi j'ai été par exemple au Japon. J'ai vu qu'il y a une campagne très active au Japon, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans pratiquement tous les pays européens aujourd'hui. Dans les pays arabes aussi, il y a beaucoup de campagnes. Et aujourd'hui, les pays arabes, c'est différent parce qu'eux luttent contre, contre la normalisation. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi. Et donc, aujourd'hui, la campagne BDS est implantée partout, réellement partout dans le monde, en solidarité avec le peuple palestinien. Il y avait une grosse manif à Londres ce week-end de soutien aux Palestiniens. Grosse manif. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un fort mouvement en Grande-Bretagne et aux États-Unis aussi. Voilà, c'est l'une des plus importantes organisations états-uniennes, s'appelle Jewish Voice for Peace, par exemple, une voix juive pour la paix. Et c'est une organisation qui est très active aussi dans la campagne BDS. Sabrina Nouri. Moi, je voudrais juste te poser une question sur... parce que, moi, je traite beaucoup la question sur le droit des femmes. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu des conditions des femmes, comment elles s'organisent. Parce que, bien évidemment, les femmes palestiniennes et comment elles s'organisent, comment elles font réellement pour vivre tout simplement, parce que là on en est là quand même. Alors il y a des choses très importantes qui se développent en ce moment, c'est-à-dire que y compris dans la lutte dans les territoires de 48, il y a des initiatives par exemple auxquelles beaucoup de femmes et de mouvements féministes participent. Récemment par exemple, il y a eu une semaine de l'économie palestinienne où il y a eu beaucoup de mouvements un peu citoyens, dans à Haïfa, dans d'autres villes, etc., de femmes qui participaient et plus largement de la société palestinienne, mais à des mouvements visant à se réapproprier finalement la question palestinienne, la question de la citoyenneté et de la résistance, comment agir localement. Et donc cette semaine-là, elle était assez innovante parce que elle s'est déroulée dans les territoires de 48, donc à l'intérieur d'Israël, et il y a des phénomènes assez nouveaux. On a eu des vagues d'arrestations, notamment de Palestiniens et de Palestiniennes, plus de 2000 rien qu'à l'intérieur d'Israël, et donc 3000 dans l'ensemble avec les territoires palestiniens. Et il y a eu un mouvement aussi d'avocats et d'avocates qui a été elles se sont investies aussi là-dedans, c'est-à-dire dans la défense des gens qui ont été arrêtés. Elles participent, elles font partie de la lutte, et elles participent à leur manière à la fin de l'apartheid, et aussi à des mouvements aussi, il y a des mouvements aussi qui se développent pour reparler un peu de la question des femmes aussi dans la société palestinienne. Donc ça, il y a beaucoup d'assos qui existent et qui se développent aussi, quoi. Un auditeur nous appelle et il a raison de le dire, c'est quand on fait ses courses aussi, notamment dans le rayon fruits et légumes. Faut faire très attention. Vous savez qu'Auchan a été condamné, je crois, pour avoir tromperie de la marchandise, en fait. Et notamment Carrefour, me signale cet auditeur, il mélange un peu tout. Alors vous avez des avocats qui viennent de tel pays, et puis Israël, c'est souvent caché, vous savez. Tout à fait. Voilà, donc il faut faire exactement très attention quand vous achetez, consommez aussi. Ça fait partie aussi des appels d'éviter d'acheter des produits ou des fruits ou des légumes qui viennent d'Israël, par exemple. Ou des dates. Absolument. Des dates aussi, oui. Il faut savoir que c'est vraiment la question agricole, c'est vraiment au centre de la colonisation, de l'expropriation des terres. Donc effectivement, c'est une très bonne cible de boycotter les produits de l'apartheid, y compris agricoles, dans les supermarchés. Ça, pour le coup, c'est une très bonne cible. Et effectivement, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de tromperies, comme vous l'avez dit, des présentations qui indiquent Pérou / Espagne / Israël, etc. Ouais. Donc ça sent un peu l'arnaque, quoi. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et je crois que Auchan a été condamné pour ça. Oui, en tout cas, il y a eu plusieurs plaintes là-dessus, et c'est vrai que il y a beaucoup de plaintes à ce sujet, oui. On en parlait tout à l'heure, la normalisation, justement. De quel œil voient cela, les Palestiniens, cette normalisation de ces pays arabes qui ont normalisé leurs relations? C'est l'Arabie Saoudite, pas normalisé, mais... Non, pas encore l'Arabie. Oui, officieusement, je peux te dire que ça fait longtemps que voilà. Pour donner un exemple, par exemple, c'est une société israélienne qui assure la sécurité des pèlerins, voilà. Depuis 80. Voilà, depuis 80. Puis il y a d'autres projets qui sont en cours, voilà. Mais par exemple, je pense au Maroc, un pays quand même qui. Alors c'est extrêmement paradoxal parce que vous avez une population marocaine qui est extrêmement présente pour soutenir les Palestiniens, très 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 mobilisée. Absolument. Et en même temps, vous avez la politique marocaine qui n'a pas hésité, suite à une injonction de Donald Trump par Twitter, de normaliser ses relations avec Israël. Imen. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Il y a un vrai, malheureusement, et c'est une réalité, un vrai élan de normalisation aujourd'hui dans les pays arabes. Hein. Vous l'avez cité, le Maroc, les Émirats arabes unis. Voilà, ça se développe comme une traînée de poudre. Ce qu'il faut rappeler à ça, en tout cas nous, ce qu'on se plaît à rappeler, c'est qu'il y a une forte mobilisation aussi de la société civile. Il y a eu beaucoup, y compris dans la dernière attaque israélienne contre Gaza, de plusieurs milliers de personnes qui sont descendues dans les rues, notamment au Maroc, malgré les interdictions du régime marocain, qui sont descendues dans la rue en solidarité avec le peuple palestinien. De la monarchie marocaine. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc voilà, il y a des élans de solidarité. Les peuples n'acceptent pas et les peuples se mobilisent. Après, au niveau des gouvernements, c'est sûr qu'on va de plus en plus vers de la normalisation. Ça, moi, j'ai envie d'être beaucoup plus optimiste pour les Palestiniens. Je rappelle tout de même que quand un dictateur arabe signe une paix avec Israël, il y en a eu quelques-uns quand même, il a fini soit écarté du pouvoir, soit assassiné, ou soit renversé. Je prends les arabes d'ailleurs, ou pas seulement arabes. On prend le cas de l'Iran. L'Iran était le pays le plus sioniste de la région. C'était le gendarme américain en 79, jusqu'à l'arrivée de Khomeini. Du jour au lendemain, on est passé de l'ambassade d'Israël à la Palestine. Ensuite, on prend le cas de la trahison égyptienne de Sadat. Il a fini par être assassiné dans les années 80, au début des années 80, à la suite de cette fameuse normalisation. Ensuite, tous les dirigeants arabes... C'est le cas aujourd'hui. Hein. Oui, mais ça ne change rien au fait que chaque fois qu'un arabe trahit la cause palestinienne, je parle d'un chef d'État arabe, il est écarté du pouvoir par la force ou par une autre méthode. Ensuite, il faut se rappeler qu'en 2011, quand les fausses révolutions arabes ont été conduites après la Tunisie, qui était une vraie révolution pour le coup, on a cherché à détruire les pays du front du refus. Alors je rappelle qui sont le front du refus, c'est ceux qui ont refusé en 77, quand Sadat va trahir la cause arabe et palestinienne, ils refusent, ils écartent l'Égypte et refusent la normalisation. Bien au contraire, ils sont vent debout. Kadhafi sera assassiné par la France. On a essayé de liquider Assad en Syrie, on a essayé de liquider les opposants au Yémen. Toutes les républiques arabes socialistes ont été balayées, ou on a essayé de les balayer. La seule qui a résisté, c'est l'Algérie. Ouais. Pourquoi ? Parce que précisément, on cherche... Ça a été chaud, mais bon. Oui, mais ils ont tenu le coup parce que les Algériens sont assez malins pour éviter ce genre de pièges. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce vent de normalisation ne tient qu'à des hommes qui dirigent les États de façon dictatoriale, mais en aucun cas aux populations. Demain, vous demandez aux Arabes, les peuples arabes, s'ils veulent normaliser, la réponse est à 99% non. Ouais. Et pourtant. Imed, ce qu'il est bon de rappeler évidemment pour les auditeurs, donc c'est cette liste qui est disponible sur le site de la campagne BDF. C'est important de rappeler. C'est Absolument. À l'appel de Palestiniens, d'accord ? Absolument. C'est pas vous qui avez décidé Absolument. de dire vraiment... là il faut boycotter tel produit. C'est eux qui vous l'ont demandé. Et pour nous, ça nous donne de la force aussi de savoir que voilà, on n'a pas. Elle évolue cette liste ou pas ? Elle évolue, mais elle reste. Elle évolue au fil des années, on va dire, mais elle reste malheureusement pour gagner. Enfin, en tout cas, pour qu'une entreprise se désinvestisse ou avoir une victoire, ça met parfois 3, 4 ans, 5 ans. Donc ça évolue, mais voilà, ça reste. En tout cas, les principales cibles sont définies, comme je le disais tout à l'heure, par le comité palestinien pour le BDS. Ouais. Et donc là, il y en a pas mal, mais je voudrais aussi rappeler quelque chose dans ce moment en cours qui va avoir lieu. C'est le Tour de France. C'est le Tour de France, en fait, du 26 juin au 18 juillet. Et bien, on appelle au boycott de l'équipe Israel Startup Nation, parce qu'il y a un blanchiment par le sport, il y a une instrumentalisation et de l'art et de la culture en général par Israël pour cacher sa politique de colonisation et d'apartheid. Et donc, on mène plusieurs actions à venir. Par exemple, on va organiser des tweetstorms et je vous donne les tweetstorms. Alors, les tweetstorms, c'est des actions sur Twitter, en fait, pour se mobiliser, pour faire entendre sa cause, pour faire entendre sa mobilisation, pour faire entendre aussi sa contestation. Et donc, ça aura lieu le mercredi 23 juin à midi et le jour du départ. Donc, et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là ? Alors, ce jour-là, on suit absolument à ne pas manquer le compte Twitter de la campagne BDS qui s'appelle @campagne BDS et on participe à la tweetstorm. On va envoyer des exemples de tweetstorm. Yeah. Donc, c'est en français, ça s'appelle tempête de tweets. Ouais. Et donc voilà, c'est une manière de participer avec nous, de faire participer le grand public à nos campagnes et à populariser et à dénoncer finalement ce blanchiment. Non mais c'est bien, Imen, parce que beaucoup de gens nous disent oui, mais voilà, vous parlez de la Palestine, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous d'ici ? Absolument. Voilà l'exemple concret de ce que vous pouvez faire. Twitter. De participer avec nous sur Twitter, mais aussi sur le terrain. Je vais vous donner. Ça va faire du bien de mettre un peu les fachos de côté sur Twitter. Exactement. Et du coup, sur le terrain aussi, nombreux, vous savez qu'on se mobilise.
Pardon. On se mobilise aussi sur le terrain parce que dans quelques jours, on va organiser justement une journée d'action nationale en direction d'AXA et de Puma. Oui. Et donc là, on appelle les gens à se rapprocher des groupes locaux de la campagne. Hein. Sur le site de la campagne, on a un agent, on recense les différentes villes. Et donc, on appelle tous les gens qui veulent participer avec nous à cette journée d'action à nous rejoindre finalement. On a besoin aussi de présence sur le terrain, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain, pour montrer qu'on refuse l'apartheid israélien et pour montrer que tout le monde peut participer à sa manière à cette contestation. Alors on va prendre un appel avant de terminer ce débat avec Imen et à qui on remercie évidemment d'être venu ici sur France Maghreb 2. Allô, bonjour, qui est avec nous? Bonsoir Christophe. Bonsoir. C'est Houssine. Bonsoir Houssine, tu nous appelles d'où Houssine? Moi j'appelle d'Argenteuil. D'Argenteuil, très bien. Qu'est-ce qui se passe mon Houssine? Bonjour aux dames qui sont avec toi. Oui, puis Gamal Amina, ils sont pas bons lui. non, mais j'allais le dire. Et Gamal Abina, il est là? Oui, il est là, oui. Ah bah ok, bonjour à lui. Bon, moi je reviens un petit peu sur le boycott et ce que disait la demoiselle. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Maintenant, j'avais une question. Oui, question aussi, vas-y. Oui, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je pense que... Moi, je suis algérien. Oui. Moi, je pense que on devrait plus faire confiance aux Marocains. D'accord. Merci Houssine. Merci Houssine, c'est une intervention extrêmement pertinente que tu viens de nous faire. Bon Houssine, voilà. Bon, voilà. Ouais. Voilà, bon. Non, moi je dis pas ça. Vous savez pourquoi? Ben oui, faut pas tout confondre. Non, je dis pas, parce qu'il y a deux choses. D'abord, le peuple marocain, ils ont montré à de nombreuses reprises la puissance de leur mobilisation. C'était les plus mobilisés du monde arabe. Vous êtes en train de tomber dans le piège de la politique des deux pays. Ensuite, moi j'en veux pas aux Marocains en vérité, même si je suis déçu. J'en veux aux Algériens qui auraient dû protéger le Maroc de cette arnaque de Trump. Ils auraient dû économiquement, ils auraient dû investir au Maroc, ils auraient dû se rapprocher. Économiquement, ils sont à la rue déjà, ça y est. Non, les Algériens sont très riches. Avant, ils étaient riches, il n'y a plus d'argent aujourd'hui. Non, les Algériens, c'est un mythe, ça, c'est pareil. Le pétrole à $75, ils sont très riches, il n'y a aucun problème, on a des réserves, on n'a pas de dette, on a tout ce qu'il faut pour réussir. L'investissement algérien au Maroc, ce serait sauver le Maroc de ce genre de piège. Je pense que s'ils avaient fait ce pas-là, on n'aurait pas cette situation aujourd'hui. Parce que le Maroc, malheureusement, est un pays pauvre. C'est un peu facile, gamin. Non, c'est la vérité. Non, objectivement, c'est la vérité. Le roi du Maroc, on peut en dire ce qu'on veut, ce n'est pas son père. Il a tendu souvent la main aux Algériens pour obtenir une paix. C'est une paix plus ou moins par rapport à l'histoire du Sahara occidental. Et ce piège-là, il est énormément amplifié par l'Occident. Parce qu'évidemment, l'Amérique donne les F-16, les Français financent, ils ont toute l'économie marocaine. Il n'est pas normal que les Marocains soient tenus par l'économie française. Il y a un problème quelque part. Donc là... C'est leur choix. Hein. Non, c'est pas un choix. Ils sont coincés. Il faut y aller au Maroc pour comprendre. Ils sont coincés. Moi, je pense que les Algériens, ils pourraient se grandir s'ils commençaient à relancer l'investissement, s'ils faisaient en sorte de sortir de ce piège, parce que c'est un piège entre frères. Bon, eh bien, merci en tout cas, Imen, d'être venu sur France Maghreb 2. Et le Tweet Stand, c'est mercredi à midi. Hein. Voilà, on loupe pas. Alors, je rappelle les dates. Donc, c'est mercredi 23 juin et un autre le samedi 26 juin à midi. Et pour le tweet, c'est @campagne BDS. Et on mène aussi beaucoup d'actions de terrain. On invite les gens à nous rejoindre, directement à rejoindre des comités sur le site de la campagne BDS France. Merci, Imen. Merci à bientôt. À vous, Merci beaucoup, Imen. Restez dans un instant. On fait dans Seine-Saint-Denis dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Quelle émission, les amis! C'est pas magnifique, ça. Bon. Ravi de vous retrouver avec toujours Gamal Abina, avec Sabrina Nouri, qui sont avec nous. Et nous a rejoint, puisqu'on va parler un peu de Bondy. On va recevoir un candidat de Bondy au départemental, monsieur Karim Alouache, qui est de Bondy, forcément. Hein, ça va, mon Karim? Ouais, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Bon. Salut Gamal. Salut Sabrina. Salut Karim. Voilà. Alors, notre invité, Ricardo. Voilà. Je l'ai fait à l'italienne, c'est ça? C'est à l'italien? Non, moi je suis d'origine chilienne. Ouais, c'est américain, bah oui. Pardon. Oh, le ratage. Ricardo Coronado. C'est ça. Coronado en italienne. Bonjour, monsieur Coronado. Bonjour. C'est la politique, vous la faites en famille. J'avais reçu votre frère d'ailleurs, je me rappelle à l'époque. Vous pourriez aussi également recevoir mon père et ma mère. Ah bon? Voilà. Ah oui, d'accord. On fait de la politique de père en fils chez vous alors. Bah, c'est-à-dire qu'on était un peu virés pour ça. Du Chili, forcément. Les généraux. Là. Il était candidat, on rappelle, votre frère à la municipalité de Bondy. Et aux élections européennes également. Et aux élections européennes, très bien. Et vous êtes candidat au départemental.
Tiens, comme par hasard, pour la même famille politique que Sabrina Nouri à vos côtés. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Je suis de très mal plus en entouré. plus grande. Très mal entouré. Ouais, on est très mal entouré ici. Beaucoup d'islamo-gauchistes, là, ça devient pas bon. Non, mais moi, je suis très très heureuse de t'accueillir ce soir. Merci. Vraiment. Vous connaissez d'ailleurs? Vous connaissez? Nous expliquer. Oh, on se connaît à travers la grande famille, mais c'est l'occasion de se voir en vrai ce soir. Bon, alors candidat au départemental pour le canton numéro 6. Numéro 6, c'est Bondy, Pavillon-sous-Bois et le bureau 13 de Bobigny. D'accord. Alors il se passe des choses étranges à Bondy, on en reparlera tout à l'heure évidemment. Alors, la Seine-Saint-Denis, c'est un département qu'on évoque beaucoup évidemment, qu'on décrit beaucoup, on raconte beaucoup de conneries sur la Seine-Saint-Denis. Et la France Insoumise, donc les couleurs de Madame Clémentine Autain pour les régionales, notamment. Point de vue départemental, on connaît un petit peu les actions qui peuvent être les vôtres, si vous êtes toutefois élu. Eh bien, quelles seront la spécificité que vous proposez aux habitants de ce canton numéro 6 en Seine-Saint-Denis, Monsieur Coronado? Alors déjà, nous avons, engagé depuis pas mal de mois une série d'actions en faveur des services publics de proximité, puisque à Bondy, on a un hôpital qui est démantelé petit à petit. On a la suppression des points CEPAM, d'accueil Jean Verdier, voilà, Jean Verdier pour l'hôpital. On a la fermeture du point des impôts à Bondy. Enfin voilà, une série de services publics de proximité, des choses qu'on paye et qu'on nous supprime petit à petit. Ouais, voilà. Ouais. Vous êtes de Bondy vous-même? Oui. Oui. Alors, vous y habitez? J'habite depuis l'âge de 9 ans. Alors je suis un parachuté puisque mes parents sont réfugiés politiques, donc on est arrivé en avion à Orly en 82 et voilà. D'accord. Comment se passe la campagne, Monsieur Coronado? Alors personnellement, elle se passe très très bien pour l'équipe. On bosse beaucoup, on est beaucoup sur le terrain. On n'a pas de retour négatif. Vous n'avez pas été enfariné? Non, pas encore. Non, pas comme votre leader là? Oui, non. D'ailleurs, tiens, à ce propos, et je peux poser la question aussi à Sabrina. Est-ce que les récents propos de Jean-Luc Mélenchon, ses sorties de route, etc., est-ce que ça, quelque part, en off, vous n'allez pas le dire, j'en suis sûr, mais en off, est-ce que ça vous agace un peu? Quoi donc, les sorties de route de bah oui, là c'est ma question. Mélenchon, oui. Faudrait-il encore qu'il y ait sortie de route? Moi, ce qui me... Ah bon? Je sais pas, mais maintenant... Voilà, c'est quoi sortie de route? Il a répondu aux questions. Ses propos complotistes, par exemple. Non, mais attends, il a répondu aux journalistes. Il a répondu aux journalistes. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de sortie de route. Il a été clair dans ses propos. Il s'en est expliqué. Maintenant, nous, on continue nos campagnes parce que notre objectif, c'est le bien-être des gens. Sérieusement, Sabrina, ça vous emmerde pas un peu? Non, il n'y a pas sérieusement. Ce n'est pas un complotiste. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, posez-moi une question. Est-ce que vous vous souvenez de l'élection présidentielle en 88? Entre les deux tours. Qu'est-ce qui se passe entre les deux tours? Est-ce que vous vous rappelez cette image où entre les deux tours, lors d'un meeting de Chirac, on vient lui annoncer la libération des otages? Est-ce que vous trouvez que vous vous rappelez de ça? C'est complotiste. C'est clair. Voilà. C'est tout. Moi, je dis simplement ça. C'est factuel. Et puis, moi, ce qui m'étonne dans ça, c'est-à-dire qu'on essaye de faire passer Mélenchon pour un complotiste et en même temps, il y a un type, la veille, qui appelle au meurtre. Pas simplement des militants insoumis, mais des gens qui votent pour les... Voilà, Papacito. Ouais. Et pendant ce temps-là, alors qu'on tape sur Mélenchon, il y a une dame que moi j'appelle Mamacita Pécresse, tape tous les matins, sur les musulmans, sur les insoumis, sur les islamo-gauchistes, sur les antisémites. Alors, voilà, faut que ça s'arrête. Donc, moi, je voudrais savoir où sont les... D'ailleurs, elle a dit hier qu'il n'y avait pas de différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Oui, bien sûr. Voilà. Évidemment, c'est ce qu'on dit. Elle parle, son cheval de bataille, c'est la sécurité. C'est juste qu'elle a oublié, elle a peut-être pas compris que compétence régionale, sécurité, c'est pas possible, il y en a pas. C'est pas une compétence régionale, la sécurité. Donc, moi, je veux bien qu'on surfe là-dessus, mais à un moment donné, je pense qu'il faut parler de la misère sociale qui se passe, notamment en Seine-Saint-Denis, parce que les gens ont faim, et donc faut passer au-delà de ça. Alors, Karim Alouache, qui est avec nous, habitant de Bondy. Alors moi, en tant que Bondinois, j'irais avoir votre position claire et nette. D'abord, le candidat sortant s'appelle Stéphane Hervé, il est LR. Il est placé en position très éligible sur la liste de Valérie Pécresse. Il est à fond dans la mouvance idéologique de Valérie Pécresse. J'aimerais savoir ce que vous pensez d'une part de son mandat de conseiller régional et clairement ce que vous pensez aussi de lui, puisque
C'est actuellement depuis bientôt un an, le maire de Bondy. Le maire de Bondy. Donc j'aimerais savoir. D'ailleurs, vous allez revoter à Bondy, je crois. Est-ce que vous le mettez, très probablement, est-ce que vous le mettez dans le même sac et vous le condamnez de la même manière que Valérie Pécresse? Je vous rappelle qu'il y a une vidéo, il y a des aveux qui ont été faits par un maire adjoint qui disait qu'ils avaient dealé avec le Rassemblement national pour gagner les élections. Ah oui. Voilà. Alors, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que je le mets dans le même sac Parlez-nous de Stéphane Hervé. Stéphane Hervé. Pour moi, qui ne dit mot consent, donc Stéphane Hervé est un type très très sympathique en réalité, sauf que ça ne suffit pas d'être très sympathique. Il est dans un parti politique aujourd'hui qui est présent sur cette élection régionale, donc la tête de liste est Valérie Pécresse. Il n'est pas tout seul, il y a aussi Philippe Dallier qui est notre opposant dans ce canton, qui ne dit rien en fait, c'est-à-dire que cette dame se lève tous les matins et sort de son sac et donc je les mets tous dans le même sac. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est lui qui ne dit rien sur ses propos, alors qu'on est quand même à Bondy, où on a une population extrêmement variée et qui se sont ciblés. Oui, je considère que ces gens surfent sur la vague du racisme. Oui, c'est aussi clair. Bon, voilà. C'est clair là, Karim. Il a répondu clairement là. C'est très clair. C'est ce que je pense exactement. Donc, et Karim Alouache d'accord avec la France insoumise. Ouais, comme quoi tout est possible, hein, les gars. Mais en réalité, Karim Alouache, il faut qu'il le dise plus souvent. Ce sont eux qui sont d'accord avec moi. Attends, qu'est-ce que ça dit, monsieur Coronado? Karim Alouache, quoi? Je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles, notamment sur la question du racisme, on sera d'accord. Et c'est pas, on sera d'accord avec Karim Alouache. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je raconte la même chose. Ouais. Donc ça devient lui. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Sabrina? Je te voyais réagir, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'était gamin. Alors, les départements, évidemment, alors c'est la dernière semaine de la campagne, monsieur Coronado, cette campagne qui a été agitée, qui a été mouvementée. Comment vous allez faire pour convaincre, parce qu'on sait malheureusement que la Seine-Saint-Denis aussi ce triste record de l'abstentionnisme. Et l'abstentionnisme, c'est pas bon pour vous, ça? Absolument. Écoutez, nous, c'est bon pour personne, d'ailleurs. Enfin, si c'était pour les partis au pouvoir, peut-être. Oui, ou les extrêmes. Je pense qu'à la fin, ce n'est bon pour personne et c'est surtout pas bon pour la politique et c'est pas non plus bon pour les gens, tout simplement. Je suis sûr qu'il y en a plein qui savent même pas qu'il y a 2 élections dimanche. Hein. Non. Ouais. Non, les élections, ce qui s'appelait avant des élections cantonales, reste un peu méconnu des gens en fait. Hein, c'est un peu compliqué. Et puis on sort quand même d'une phase, d'une période extrêmement compliquée d'un point de vue sanitaire et aussi social en Seine-Saint-Denis. Il y a des gens qui ont d'autres choses à penser et tous les jours, tous les matins, c'est-à-dire faire bouffer leurs enfants, payer leur loyer. On est dans une situation extrêmement compliquée. Oui, mais le problème aussi, monsieur Coronado, c'est pas vous à titre personnel, c'est peut-être valable pour l'ensemble de la classe politique. Si les gens ne s'intéressent plus à la politique, c'est parce que vous n'avez pas su peut-être changer de logiciel, c'est-à-dire que vous ne répondez pas clairement aux attentes des électeurs aujourd'hui. Voilà, vous le dites bien, vous arrivez bien à situer les problématiques des gens aujourd'hui, mais quelle est votre solution? Quels sont vos projets, vos propositions pour répondre justement à ces attentes? Et c'est là où ça pêche peut-être. Peut-être, mais c'est aussi une question de conviction. C'est-à-dire qu'on sort... nous, c'est la première fois qu'on va se présenter sur le canton. Donc moi, comme vous dites, moi, j'ai pas d'expérience, en l'occurrence, sur ce genre de mandat. Donc voilà, mais je pense que la politique, c'est aussi une question de conviction. C'est pas simplement une question d'un catalogue de propositions, tout en sachant qu'à la fin, personne n'accomplira rien. Et, sur la question de l'hôpital, par exemple. Ouais. C'est aussi une question de mobilisation. Nous avons, nous, au sein de la France Insoumise, participé aux différents collectifs. Certains, on les a créés, on les anime. C'est lui de l'hôpital, c'est lui de la CEPAM. Nous pensons que la base, c'est quand même ce sont les convictions. Et que nous devons convaincre les gens de se mobiliser sur ça. Voilà. Ensuite, oui, mais pardon. Oui, Karim. Pour les convaincre, il faut quand même avoir des propositions. On peut pas dire j'ai des convictions et je me fais un peu l'avocat du diable des gens qui ne vont pas voter. Qu'est-ce que vous leur dites pour que ce dimanche ils sortent? En plus, il va faire beau, donc c'est jamais bon pour les bureaux de vote. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Comment vous allez les motiver pour qu'ils viennent voter? Et bien sûr, si possible, qu'ils viennent voter. Pour toi, si je peux me permettre de te tutoyer. Oui, mais on se connaît. Ouais. Sois bon, Ricardo, parce que je pense qu'il va finir la France Insoumise, lui. Je le sens, je le sens. Ah non. Non, mais tout est possible, mon Karim, t'inquiète pas. Non, ça n'arrivera pas, pour une seule et bonne raison.
J'ai de l'argent. Monsieur Mélenchon, donc ça. Donc casting. Ah, c'est le casting. Bah oui, c'est le casting. C'est Voilà. le casting. Bah, écoutez, quelqu'un qui a la posture dictatoriale. Oh. Karim, arrête. Non, sincèrement, Karim. avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas. La deuxième chose, et puis après je laisserai parler Ricardo. La deuxième chose, vous avez dit qu'il n'a pas dérapé. Il a gravement dérapé. Non. En se positionnant comme quelqu'un qui faisait des prévisions et des projections, en faisant allusion aux attentats de Mera et autres. Je trouve franchement passage judicieux. Et je vous le dis, et je le dis à Ricardo, et je le dis aux personnes avec qui j'ai des relations qui sont avec des filles, votre maillon faible, c'est Mélenchon. Moi, j'ai envie de répondre à ça quand même pour Oui, une fois. Gamal, Parce qu'il faut réponds, mon Gamal. Il faut quand même être très clair. Alors, monsieur Mélenchon, pour lequel je n'ai aucune sympathie, très clair, je n'aime pas le personnage. Je n'aime pas son passé, je n'aime pas son Mélenchon bashing ici. Non, mais je l'aime pas parce que le personnage me met des frissons. J'aime beaucoup de sympathie pour tous les autres militants, sauf lui. Malheureusement, c'est lui qui porte. C'est un très bon orateur quand même, vous pouvez lui reconnaître. Mais tous les c'est un très bon populiste, pas un orateur. Maintenant, Mélenchon porte un parti, il a réussi à faire un truc formidable, de porter un parti fort. C'est pas un parti, c'est un mouvement. Oui, un mouvement, mais quand j'ai un mouvement, c'est important. Oui, un front. Et c'est surtout un projet et un programme. J'entends bien, oui, mais ça, le Front commun aussi, on connaît l'avenir en commun. Non, c'est pas le Front commun, c'est l'avenir en commun. Non, mais le Front, par exemple, le Front National est un mouvement à front, on peut en dire ce qu'on veut, c'est pas la question. Aujourd'hui, Mélenchon a été capable d'agréger autour de sa personne une force politique qui n'existait plus parce que les espoirs à l'Est sont morts en 89 quasiment. Maintenant, il y a deux choses que je voudrais ajouter. La première, c'est que, à sa décharge, il faut être très honnête, même s'il le dit mal et qu'il est maladroit, et qu'aujourd'hui le mot complotiste est devenu une insulte, ce qui est ridicule au demeurant, je rappelle qu'un certain Premier ministre espagnol a été foutu dehors littéralement à 4 jours d'une élection gagnée parce qu'il y a eu des attentats en Espagne à Madrid. Je rappelle qu'il aurait pu dire, lui aussi, qui était à droite à l'époque, Aznar, aurait pu dire attention, il y a un attentat qui va arriver, on va me faire tomber. Donc Mélenchon n'a pas tort alors qu'il dit que malheureusement, il le dit mal, qu'il y a des attentats qui arrivent, qui ne sont pas forcément voulus, bien sûr, et que ça a une incidence sur la campagne. Il a raison, il l'a très mal dit, il l'a formulé de façon maladroite. C'est maladroit, mais il n'est pas complotiste. Cette obsession de taxer les gens de complotistes est aussi ridicule que l'islamo-gauchisme. Et la question qui se pose aujourd'hui, maintenant, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est très important. Pourquoi les jeunes, parce que c'est les jeunes dont on parle, c'est pas les vieux ils votent, je suis en 93, les vieux ils y vont les voter. Et les vieux sont conservateurs et à droite en général. Pourquoi les jeunes ne votent pas? Depuis toujours, c'est depuis 68 que ça ne vote plus les jeunesses françaises au départ, immigrées parce qu'on n'a pas de tradition de vote. Simplement parce que, d'abord, l'offre politique est très faible. Les espoirs à gauche sont tombés en 89, je le répète, et surtout parce que le vote, et c'est là où je vous en veux tous, les politiques, autant que vous êtes, vous n'avez pas l'intelligence de vous dire, excusez-moi pour le terme d'intelligence, de vous dire, puisque les jeunes ne votent plus, il faut les obliger à voter. Il faut faire une loi pour que le vote devienne obligatoire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils vont se dire à choisir entre la peste et le choléra, je préfère choisir un parti que j'aime. Et ils choisiront peut-être la gauche, peut-être l'extrême gauche, mais plus les partis extrémistes. Et dernière chose, je ne renvoie jamais dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite. Traditionnellement, on a vu ce qui s'est passé dans l'histoire. On sait ce que donne l'extrême droite en Europe. Oui. Ricardo. Je peux simplement revenir sur l'histoire de Mélenchon. Moi, je suis pas. Voilà, c'est le leader du mouvement auquel j'appartiens. Je ne suis pas fanatique, moi, des leaders. Mais il se trouve que ce type que je connais depuis très longtemps, puisque je milite depuis que je suis gamin, et pour moi, aujourd'hui, a le seul récit national inclusif. Voilà, c'est-à-dire que moi, je vous le dis clairement, moi, quand on attaque les musulmans, je me sens attaqué, c'est ma communauté. Moi, je vis à Bondy depuis de nombreuses années et j'étais accueilli par tous ces gens. Avant que je comprenne que ces gens étaient musulmans d'origine algérienne, pour moi, c'était des Français. Et aujourd'hui, je finis. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, avec toute sa personnalité, peut-être un peu, des fois, un peu rock'n'roll, moi je dirais un peu hip-hop, et ben, c'est le seul personnage politique, et pas simplement à gauche, qui a ce récit-là. Et moi, il m'intéresse. Moi, il m'intéresse voilà, quand on parle de... C'est un tribun, quoi. C'est pas simplement ça. C'est qu'il y a un projet de ce qu'on veut pour la France demain. L'avenir en commun, pour moi, c'est pas simplement un slogan. C'est aussi une pratique au quotidien. Moi, je suis d'origine sud-américaine. Voilà. Je suis athée. Je milite avec des gens qui ont des barbes, des filles qui ont des voiles. Moi, ma vie, elle est constituée de ça. Ma communauté, elle est constituée de ça. Si, et donc, si je peux me permettre, moi, je préfère ceux qui parlent pas. Je parle pas de toi, Ricardo. Je préfère ceux qui parlent pas. Et ceux qui le prouvent dans les actes et de manière factuelle. Aujourd'hui, je suis désolé,
les élus nationaux et européens de LFI ne représentent pas la diversité prétendue être, je dirais, soutenue et développée. Et quand je parle d'inclusion, attends, Karim, Karim, comme si les 17 parlementaires, non mais comme si on avait choisi que les 17 parlementaires, c'était ces 17 parlementaires qui seraient à l'Assemblée. On a eu des candidats partout. On a eu des candidats de la société civile, on a eu des candidats, on a eu des étudiants, on a eu des chômeurs, on a eu des gens issus de l'immigration. Je suis désolée. Les gens ont une arme. Les gens ont une arme. Leur arme, c'est le bulletin de vote. Le bulletin de vote, tu mets le bulletin de vote dans l'urne. Donc moi, je suis désolée. À un moment donné, tu veux pas t'engager, mais au moins tu votes pour le projet et le programme qui te ressemble le plus. Voilà. Karim, est-ce que tu peux me dire, toi qui connais bien, c'est un super candidat. Attends, question de Ricardo pour Karim. Karim, toi qui me connais un peu quand même, est-ce que tu peux me dire qui fait partie du quatuor à Bondy pour LFI sur le canton 6? Ça, c'est bien joué ça. Est-ce que tu les connais ou pas? Alors regarde tes papiers. Est-ce que tu peux me dire les noms? Va t'effondrer avec ton papier. Allez, Karim. Non, oui, enfin... Jamal. J'ai pas... Attends, donne-moi 2 minutes. Non. Tu les connais pas, Karim. Tu les connais pas. Il les connaît. Non, mais je connais Ricardo. Ouais. Je connais Jamel Amouri. Bien joué. Qui est remplaçant. D'ailleurs que... Linda Agoni, qui est française. Absolument. Mais je suis désolé, les deux autres, en tant qu'acteur local... Je ne les connais pas. Après, je ne connais pas tout le monde. Oui, parce que tu n'as pas jamais été dans la mouise à Bondy. Il faut être connu pour Linda Agoni. Non, je dis pas. Karim, Linda Agoni est très connue. Non, mais au moins sur cette liste. Attendez. Parce que quand même, on invite Ricardo. Il faut peut-être nous laisser parler, nous expliquer un peu ce qu'il va proposer aux électeurs quand même. Vous êtes gentils. Mélenchon, on s'en fout. Le reste, on s'en tape en fait. C'est Ricardo qui est là. La liste, il y a 75% de gens d'origine immigrée, je rappelle quand même. Ouais, quand même. Bon, alors Ricardo, pourquoi dimanche? Dimanche, là, le 20, combien on sera le combien? Le 19? Non. Le dimanche, ça sera le 20. Merci. Le 20 juin. Premier tour de cette élection départementale. Parce que vous êtes là pour ça, monsieur Ricardo Coronado. Pourquoi il faut voter Ricardo Coronado? Pourquoi il faut voter la France Insoumise si je suis habitant du canton 6 de la Seine-Saint-Denis? Qu'est-ce que vous allez m'apporter, moi, futur électeur? Bon, pas moi, parce que j'habite pas en Seine-Saint-Denis, mais bon. Alors, vous apportez, je sais pas. Comment ça, je sais pas? Déjà, ça part mal, Ricardo. Pardon, mais... On fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que notre rapport à la politique, c'est un rapport de conviction. Ouais. Nous, on se battra parce que... une base que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire que la question des services publics à Bondy, dans le périmètre, dans le territoire, est incontournable. Quand on supprime un hôpital, quand on supprime un point d'accueil de la sécurité sociale, quand on supprime les impôts, quand on supprime les postes, vous voyez, tout ça, c'est une atteinte aux gens. Voilà. Ouais. Et donc, nous, on sera des élus de combat pour faire en sorte que ces choses-là, ces services publics-là restent, se développent. Et voilà. Vous êtes un défenseur des services publics. Ah oui, je suis un défenseur. Ouais. Je paye déjà mes impôts. Rappelons quand même que le timing est bien choisi. Supprimer, liquider Jean Verdier après la pandémie et la massification des gens contaminés dans le 93, c'est incroyable. C'est pourtant un hôpital assez important. Oui, c'est un bel hôpital. Alors ça, c'est enclenché depuis très longtemps aussi, il faut le rappeler. Oui, mais on peut s'arrêter au bout d'un moment. Voilà, très longtemps. Je vous rappelle que Taïbi, le maire de Stein, a quand même fait arrêter la politique de la CEPAM et le point a été réouvert. Donc voilà. Ça serait bien que Stéphane Hervé se manifeste un peu. En fait, alors qu'est-ce qui va se passer à Bondy là, Ricardo? On va revoter apparemment? Je ne sais pas, ça c'est une décision du Conseil d'État qui devrait arriver soit au mois de juillet, soit au mois de septembre. Donc voilà, si on revote, on revotera. Ouais, effectivement, c'est l'ancienne maire en fait qui a déposé un recours, c'est ça? Exactement. Ouais, d'accord. Et le tribunal administratif a validé le recours. Mais comme par hasard. Ah oui, comme par hasard, oui. Bon, en tout cas, voilà. Donc Ricardo Coronado, c'est donc le bulletin pour les départementales. Si vous avez été convaincu qu'il vous faut fixer. Mais j'aime bien Ricardo, bien. Oui, ça on l'a bien compris, Karim. Tu l'aimes bien, oui. Voilà. C'est des potes. Ouais, c'est des potes. Sauf le leader, t'aimes pas trop. Voilà, t'es pas trop fan, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Ricardo Coronado. Quelque chose à rajouter, peut-être? Simplement, comme j'ai beaucoup d'amis à Bondy qui m'ont demandé de te saluer, donc notamment la famille Cadour. Voilà, je voulais que La famille qui? Cadour, Samy Cadour, qui est un ami d'enfance. Il m'a dit salue-le de ma part. Donc voilà. Samy Cadour. Oui. Majid Guitoun, non?
Non, Majid aussi. Mais ça, Majid, c'est mon pote, ouais. Oui, ça je sais, Voilà. mais et je pense que Samy, tu le connais pas, mais lui, il te connaît. Bah non, je le connais pas, c'est pour ça. Bon, voilà, ça me connaît un petit peu. Voilà. Il te fera un like. J'ai mon pote Alouache aussi, du côté de Bondy. Voilà. Ça pas l'air. Ouais, bon. En tout cas, merci beaucoup, Ricardo, et bon courage, bonne chance pour cette campagne. T'étais à Montreuil hier? Et non, parce bon que ma femme travaillait, et moi, il ouais. faut que je garde mes enfants. Enfin, voilà, excusez-moi. Enfin, Bravo, mais bravo, je suis. bravo. C'est l'égalité, le Devant partage. une féministe, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Sabrina? Quoi? C'est l'égalité, c'est le partage des tâches. Très bien joué. Ah oui, d'accord. Eh oui. Oui. Moi, j'étais hier à Montreuil. Ouais. Voilà, bah, T'as vu Clémentine? J'ai vu tout le monde. Clémentine, tout le monde. Mandarine. Est-ce qu'il est venu, votre leader, vous voir? Mais je pense que Clémentine a fait un superbe meeting. Clémentine Autain, on parle. Ouais, Clémentine Autain, candidate de la liste Pouvoir Vivre en Ile-de-France, elle a fait un excellent meeting. Il y a eu des passages de prise de parole, notamment je pense à Alexis Corbière, où voilà, vraiment c'était très réussi. On était quasiment plus de 1000 sur la place Jean Jaurès à Montreuil. C'est une dynamique incontestable pour nous. On a encore une semaine pour convaincre. On va le faire. On peut le faire. Dans les sondages, vous êtes plutôt bien placé puisque vous êtes à peu près à égalité avec Madame Pulvar du Parti moi j'ai le Socialiste. sondage d'hier, à 11%. donc je veux pas trop m'avancer, mais effectivement le sondage qui est sorti hier. Vous êtes même devant les écolos. On est devant les écolos et puis avec Pulvar. Comment ça, ce qui est normal? Bon, je sais pas, il faut voir. Enfin, je ne veux pas trop me fier au sondage. Cabal Philippe va t'en vouloir. Hein. Non, mais je veux pas trop me fier au sondage. L'essentiel, c'est que les gens puissent. On veut pas que le vote soit confisqué parce qu'ils ont le sentiment que tout est joué, qu'il n'y a plus rien à faire. La résignation, c'est la pire chose qui puisse nous arriver parce que manifestement la politique régit nos vies, ça faut bien en avoir conscience. Et si on s'éloigne des urnes, vous inquiétez pas qu'il y a des gens qui s'engagent et qui s'occupent de nous. Et donc moi ce que je voudrais dire aux gens, c'est allez voter, peu importe le candidat que vous mettez dans l'urne. Allez voter, faites votre devoir de citoyen, de citoyenne, parce que la politique régit nos vies. Donc voilà. La réalité, la réalité quand même, il faut en avoir conscience. Hein. Le grand vainqueur, celui qui va être le grand vainqueur de ces élections, c'est le Rassemblement national. Et je discutais avec un statisticien de l'Ipsos qui me disait que les chiffres donnés, les scores donnés pour le Rassemblement national sont inférieurs et qu'il y aurait un vote caché derrière et que ça risquerait d'être, ça ne sera pas une surprise, mais ça risque d'être beaucoup plus douloureux. C'est pour ça que je rejoins ce que disait Christophe. Les gens aussi ne votent pas, il faut que les partis, les mouvements, on peut les appeler comme on veut. Leur donne envie un peu. De bois, propose autre chose. On ne peut pas continuer ainsi, sinon on aura le Front National, puisque, je les appelle d'ailleurs le Front National, puisque aujourd'hui, ça fait plus peur à grand monde, parce que derrière, on ne peut pas continuer à dire c'est moi ou le RN ou c'est un tel ou le RN. Ouais. Ça, oui, mais en même temps, quand je te dis moi pourquoi tu dois voter pour moi, où on discute tous les deux face à face sur la question notamment des attaques dont notre communauté territoriale subit tous les jours des insultes, bah finalement tu me renvoies sur Mélenchon et tu me dis voilà. Merci Ricardo Coronado en tout cas d'être venu sur France Maghreb 2. À très bientôt et bon courage pour cette campagne et à dimanche. On espère les bons résultats pour vous en tout cas, cher Ricardo. Merci beaucoup. Bon courage. Allez, dans un instant, Karim, tu restes avec nous pour les 5 dernières minutes. Voilà, ça va être open bar. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et pour terminer ce LGF avec Sabrina Nouri, avec Yamal Abina, avec Karim Alouache aussi qui reste avec nous, notre banquier d'affaires. Juste peut-être une petite réaction avec ce qui s'est passé ce week-end. Vous savez que depuis la gifle que Macron a reçue dans la Drôme, il s'est passé encore d'autres événements avec De Rugy qui a été enfariné. Jean-Luc Mélenchon aussi lors de la manifestation pour les libertés et contre l'extrême droite. C'était samedi à Paris et dans pas mal de villes en France. Est-ce que, tiens, par exemple, un monsieur comme Karim Alouache, est-ce que tu mets ça sur la même pied d'égalité, la gifle à Macron, l'enfarinage de Mélenchon? Ah bon, pourquoi? Du tout, parce que d'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, il y avait un gars qui s'appelait l'Entarteur, qui allait sur les plateaux, qui mettait sa tarte, c'était un Belge, un peu un comique, si vous vous souvenez, entre recevoir de la farine pour faire un peu parler et recevoir une gifle, quand même, l'acte il est sans comparaison. Hein. Oui, mais ça dresse ça montre quand même une certaine violence qui s'opère à l'encontre du politique, non?
bah, ça montre surtout que les politiques, que plus personne ne croit en politique, et c'est ce que je disais. Il faut une nouvelle offre. Je condamne toutes les violences, quelles qu'elles soient. Là-dessus, il n'y a même pas de discussion. Sabrina est très énervée après toi, mon Karim. Je te le dis tout de suite. Je la comprends, là. Je suis ah, qu'est-ce qu'il y a, Gamal? Karim, le jour où tu te feras enfariner, d'accord, la gueule enfarinée, comme on dit. Non, c'est une violence. Mardi Gras, c'est ça, Mardi Gras. Ah, mais c'était de la bonne, c'était quoi? La poudre. Non, mais attends. Non, c'est une violence sur l'intégrité. Karim, c'est une violence sur l'intégrité physique de la personne. C'est intolérable. Si on peut lui mettre de la farine, on peut lui mettre un coup. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. En aucun cas, on touche à l'intégrité physique de la personne. Sauf pour Bergel. Gamal. Il y avait une personne qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours, je ne sais pas si elle est encore vivante, l'entarteur. Oui, il est toujours vivant. Qui entartait tout le monde, les hommes politiques. Non, c'est pas vrai. Arrête, ça n'a rien à voir. Il entartait. On est dans un climat nauséabond depuis un certain temps. Alors, je vais vous dire une chose. Quand Jean-Luc Mélenchon dit, je vous le dis, il va y avoir des attentats. Est-ce qu'il va y avoir des attentats? Il va y avoir des morts. Rappelez-vous Mohamed Merah, etc. Est-ce que ça, c'est pas créer déjà un climat de violence? Mais non, pas du tout. Réponse. Oh là 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 là. Mais non, pas du tout. Je pense que tu n'as absolument pas compris les propos de ce monsieur. Vraiment. Il explique une situation politique, mais il fait de la politique. Il ne fait pas autre chose que de la politique. Il explique une situation politique pendant une période électorale. Pendant une période électorale, il ne t'aura pas échappé qu'il y a eu des attentats et que l'extrême droite et que les gens qui utilisent les mots de l'extrême droite s'en servent pour faire leur beurre dessus et pour que ça se traduise dans les urnes. Maintenant, si dire ça, c'est être complotiste, c'est être machin, bah je suis désolé, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Après, moi j'ai une remarque à faire quand même, Karim. La grande majorité des Français, il n'y a qu'à s'exprimer correctement et dire les choses. D'accord, mais ce que tu dis là, c'est marrant, ta méthode est grossière quand même. Tu peux pas dire ça pour justifier du fait qu'il soit violenté. Il y a des limites. Non, j'ai pas dit, je répète. En une phrase, Karim, ça y est, il est 18h. Dommage. Je répète, je condamne toutes les violences, quelles qu'elles soient. C'est comme le racisme, il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Sabrina. Ça, tu t'es bien défendu. Hein. Merci. Tu l'as bien entarté, notre Karim. Hein, je sais pas, mais...